Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons dans le cadre de la mission d'information commune à l'ensemble des commissions permanentes de l'Assemblée nationale sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Donc on a rendu récemment notre rapport sur la partie plus spécifiquement réservée au cannabis thérapeutique et maintenant nous étudions ce qu'on appelle couramment un autre aspect du cannabis, à savoir le cannabis qu'on appelle bien-être. On définira ensemble et notamment tout ce qui est à base de cannabidiol ou CBD. Et donc, dans le cadre de ces auditions, de cette série d'auditions qu'on a débuté déjà depuis quelques semaines, nous auditionnons aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Coutron, qui est psychologue clinicien. Alors je tiens à excuser le président Reda qui ne peut être parmi nous aujourd'hui puisqu'il est sur la mission de contrôle issue de la commission des lois sur, si je ne me trompe pas, l'amende forfaitaire justement sur ce même cannabis. Donc il est toujours sur le cannabis mais sur l'autre volet où il était déjà à l'époque, je crois, rapporteur. Et donc il est pris par cette audition aujourd'hui. C'est pour ça que j'assure l'intérim en tant qu'à la fois rapporteur général et président pour l'occasion. Donc, Monsieur Coutron, donc psychologue clinicien, engagé depuis 20 ans, plus de 20 ans, dans l'accueil des jeunes usagers de produits stupéfiants. Donc, vous avez participé à la mise en place des consultations jeunes consommateurs au sein de centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, notamment au sein du CJC qui est situé à Boulogne-Billancourt. Si mes informations sont exactes, vous étiez président entre 2006 et 2018 de la Fédération Addiction, structure représentative des associations de prise en charge des addictions au plan national. Vous avez soutenu notamment l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, notamment celle qui a été ouverte en 2016 à Paris, dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière. Donc voilà, en introduction, donc je pense que vous êtes aussi président de l'association Opédia, si mes informations sont exactes, que vous allez, je suppose, nous présenter lors d'un propos liminaire. Et après, je pense que mes collègues et moi aurons un certain nombre de questions, notamment sur toutes les activités que vous avez pu exercer par le passé, sur votre perception par rapport au CBD, au classement qui a été réalisé par l'OMS de ce produit et sur les effets dépendance de produits psychoactifs, notamment l'influence du THC au niveau on va dire, de l'influence que ça peut avoir sur les personnes. Voilà. Donc je vais vous laisser présenter votre propos introductif et après je suis sûr que ça attirera un certain nombre de questions. Merci, je vous remercie Monsieur le Président et je vais juste rectifier, je ne suis pas président de l'association Opédia, j'y suis salarié. Voilà. Et par ailleurs, je suis secrétaire général adjoint de la Société française de santé publique. Je le dis parce que ça recoupera certaines des questions que vous me posez. Alors, je vous propose de faire rapidement le propos liminaire puisque le temps nous est compté. Juste préciser que je n'ai aucun lien d'intérêt ni avec l'industrie pharmaceutique ni avec l'industrie du cannabis. Non pas que ce soit scandaleux d'en avoir, mais il est très clair dans une démocratie qu'il vaut mieux indiquer clairement de quel endroit on parle et avec quel intérêt. Donc je suis un pur soignant, vous l'avez évoqué, et vous m'avez posé un certain nombre de questions, dont certaines sur l'addiction. Donc je ne vais pas fuir le débat sur le cannabis bien-être, qui me pose un problème de définition, c'est que est-ce qu'on le définit par l'état qu'il permet d'atteindre, le bien-être, ou est-ce qu'on le définit, vous l'avez fait allusion, par la molécule qui le procure, en l'occurrence le CBD versus le THC. Et c'est un point qui gagnerait à être clarifié. Est-ce que c'est le CBD ou est-ce que c'est le bien-être? Le bien-être pouvant être procuré par peut-être d'autres choses, y compris dans le cannabis. Voilà. Alors, sur l'addiction, pour faire très vite, je ne vais pas vous faire un cours d'addictologie, il y a des personnes mieux placées que moi, mais par rapport à la question que vous avez posée, il y a quelques petites choses qu'on peut regarder. Se rappeler historiquement qu'on était dans un secteur où justement on avait clivé par produits légaux ou illégaux. Il y avait l'alcool, le tabagisme, le tabac et les drogues illicites, les toxicomanies, comme on disait à l'époque, dans lequel se trouvaient bizarrement des choses aussi différentes que le LSD, que le cannabis et que, par exemple, pour faire vite, la cocaïne et les opiacés, ce qui ne sont pharmacologiquement pas du tout les mêmes choses, mais qui étaient regroupées au même endroit.
Quelques années plus tard, on est dans les années 2000, arrive un concept qui vient des neurosciences, qui s'intéresse au fonctionnement du système nerveux central et qui permet de regrouper tout ça dans un chapeau unique qu'on va appeler l'addiction. Ça a l'air de rien, mais on fait tomber la limite entre licite et illicite et on dit tout ça, c'est le même mécanisme. C'est une définition de Goodman qui a ensuite été modernisée, mais qui est très juste parce qu'elle dit plein de choses. Elle dit la notion de processus, elle dit la notion de comportement. Processus, quelque chose qui évolue. Elle dit la notion de comportement. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi, c'est une attitude. On va retrouver ça dans les thérapies comportementales. Elle dit que ce comportement, il répond à une fonction. Et on retrouve ce que vous disiez, par exemple, sur procurer du bien-être. À l'époque, Goodman, il dit qu'il y a deux grandes fonctions, le plaisir ou soulager la douleur. Et vous avez traité précédemment le cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, on rajoute une troisième fonction qui pose des tas de problèmes avec d'autres substances, qui est l'amélioration des performances, c'est le dopage, ce qui explique les grandes consommations de substances psychoactives en milieu professionnel, par exemple. Donc, on ne va pas vers ce produit par hasard, on y va parce qu'on en attend une fonction, et ensuite on est piégé, c'est la fin de la définition, parce qu'il y a un échec répété de garder le contrôle, et on continue d'utiliser le produit alors qu'il nous amène des conséquences négatives. Vous voyez que c'est pas pour vous faire un cours, mais c'est parce qu'il y a là de quoi répondre à beaucoup de questions que vous vous posez. C'est une définition inclusive, c'est une définition qui rappelle la dimension fonctionnelle. On a tous des masques ici parce qu'une épidémie de Covid, on peut l'attraper juste en respirant. Une épidémie d'addiction, on ne l'attrape pas juste en respirant. On fait le choix d'aller vers le produit. Et d'ailleurs, c'est ensuite reproché à l'addict. On lui dit, t'avais qu'à pas le faire. T'avais qu'à pas y aller. Hein. Alors qu'on va, non pas pour être addict, on y va pour retrouver un effet dont on pense, à tort ou à raison, qu'on a besoin à ce moment-là. C'est cette dimension auto-induite qui est importante. Et puis, une troisième chose qui arrive après, c'est la définition du DSM. Alors, je ne vous dirai pas ce que c'est que le DSM, c'est une grande classification internationale. Il y en a deux. Hein. Il y a la CIM qui est à l'OMS. Le DSM est une classification des psychiatres américains et qui va relativiser, vous avez posé beaucoup de questions là-dessus, mais voilà, le DSM relativise sur la dépendance. Et finalement, dans l'addiction, l'important, ce n'est pas la dépendance, sous-entendu qu'on peut être dépendant de plein de choses qui ne sont pas forcément problématiques, parce qu'après tout, si vous êtes dépendant d'une substance qui n'a pas d'effet toxique, où est le problème? Voilà. Donc vous êtes dépendant, mais d'une substance qui a des effets toxiques. Et le vrai problème de l'addiction, c'est le craving, la perte de contrôle. On n'arrive pas à garder le contrôle du comportement. Alors, parfois pour dépendance, mais parfois sans dépendance. Voilà. Perte de contrôle. Et l'autre chose que va apporter cette définition, c'est de se dire qu'il peut y avoir des formes légères et on peut aller vers le plus en plus complexe. Problème, cette définition a souvent été résumée et vous vous y heurtez dans certains débats avec les interlocuteurs que vous avez à une sorte de réductionnisme médical. Alors, ce n'est pas du tout une attaque contre la médecine. Je me suis même battu avec des collègues, Dr Levenstein et d'autres, pour une médecine des addictions. Mais on ne peut pas ramener au résultat final, au problème médical, l'ensemble des questions d'addiction. Ce n'est pas qu'une maladie chronique du cerveau. Ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Et il faut revenir à un modèle qui est plus ouvert, le modèle biopsychosocial, qui est d'ailleurs défendu à la part Nora Volkow, maintenant qu'elle est la patronne d'UNIDAD, Georges Koub, qui est le grand spécialiste américain, et rendons hommage aux Français. Le troisième, c'est Michel Lemoyle, grand praticien très peu connu, grand chercheur français qui enseignait à Bordeaux, qui vient de prendre sa retraite. Je ne vous donne pas le détail du modèle biopsychosocial, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a des choses biologiques, il y a des choses sociales, et il y a des choses qui sont dues au psychologique. Ça nous amène à, et vous avez posé des questions sur comment on fait pour s'en dépatouiller de ces histoires, à tenir compte autant de ce qui fait qu'on va vers le produit que des difficultés que l'on a quelques temps plus tard pour quitter ce produit. Et donc, il faut tenir compte de ces deux logiques, et on va le retrouver pour les médicaments dans une logique bénéfice-risque, pour les non-médicaments dans une logique avantage, effet agréable, conséquences négatives. Voilà. Et on vous a, je crois, plusieurs fois alerté sur le fait qu'on ne raisonne pas sur le médicament comme on raisonne sur l'aliment ou sur la substance autre. Alors, pour repartir de ça, bénéfice-risque, je vous amène deux cubes. Alors, il y a un petit changement de format qui explique que le S se promène. Ce n'est pas une magie autre que ça, mais voilà. C'est mon collègue Alain Morel. Voilà. On va vous dire, oulala, il y a des risques dans telle substance. Le problème, c'est de quel risque on parle. Vous voyez, regardez sur le cube de droite, on peut avoir trois séries de risques.
la dépendance. Alors si on dit le grand risque, c'est la dépendance, on va dire le tabac c'est grave, et on va dire le LSD c'est pas grave, parce que le coefficient de dépendance du LSD est très faible. Et on vous a dit sur le cannabis, je crois que Nicolas Simon vous a donné des chiffres, 10%, 15%, c'est pas forcément le problème le plus important, la dépendance. Elle n'est pas absente, mais voilà, je ne reprends pas les chiffres du docteur Constantin qui me posent problème. L'autre axe qu'on peut avoir, c'est la toxicité. Ok, je ne suis pas dépendant, mais ce produit est-il ou pas toxique? Vous savez par exemple que l'alcool est un produit très toxique, hein, avec un risque de cancer très fort. Et par exemple sur le CBD, je ne sais pas où est-ce qu'on en est de l'évaluation du risque, alors qu'il lui-même serait à traiter autrement, le risque hépatotoxique. Voilà. Et puis le troisième risque, c'est l'intensité. Est-ce que ce produit fait des effets plus ou moins forts, et là-dessus, on va voir que le CBD peut avoir un certain nombre d'avantages, parce que voilà, il ne colle pas au plafond, comme on pourrait dire tout de suite. Voilà. Donc vous voyez qu'on a des choses au niveau des risques, et c'est d'ailleurs, quand on fait le métier que je fais, les adolescents et les usagers parfois sont très bons là-dessus. C'est-à-dire que non, mais le cannabis, c'est beaucoup moins grave qu'eux, parce qu'ils vont vous montrer cet axe-là. Et puis vous dites, oui, mais tu n'as pas regardé sur celui-là. Ah, sur celui-là, effectivement, ça peut être à peu près équivalent. Voilà, hein, on peut jouer là-dessus. Et puis de l'autre côté, les bénéfices, on a le même problème. Il y a le bénéfice thérapeutique, il y a le bénéfice hédonique, qui serait du côté du bien-être, et puis il y a le bénéfice social. Il y a des produits qui permettent plus ou moins des socialisations. Excusez-moi, parce que là, dans votre schéma, en fait, le cannabis, c'est le pétard, couramment. C'est le cannabis global. Oui, voilà, je n'ai pas pris le temps, et je m'en excuse auprès de la Commission, de vous faire ce qu'on pourrait, voilà, exactement, comment on pourrait aujourd'hui placer le THC, le CBD, ainsi de suite. Voilà. C'est pour vous montrer le raisonnement. Et donc, ça nous renvoie à quelque chose qui n'est pas anodin, hein, l'ubiquité des substances, avec tous les jeux de cache-cache entre les risques, selon que je vais choisir, les plaisirs, selon que je vais choisir. Tout ça pour vous dire que sur ce plan-là, s'il y a une chose qui est stupide, c'est de dire les drogues, c'est de la merde. Les drogues, c'est des substances très compliquées et très sophistiquées qu'il ne faut pas traiter avec mépris. Ce sont à la fois des médicaments et des poisons, et on le sait depuis longtemps. Et donc, il faut ajuster habilement la façon dont on s'en sert. La deuxième chose, c'est que pour estimer ces risques, et c'est tout le travail que vous faites, il faut aller au-delà d'un jugement moral, il faut penser en doses, en diversité des doses, en voies d'administration, en usage régulier, occasionnel, en effet ressenti, en effet mesuré. Et toutes ces choses-là sont importantes, chacune de ces choses-là sont importantes, donc ça permet de sortir d'une vision un peu manichéenne, c'est bien ou c'est mal. Hein. Et puis la troisième chose, et je voudrais rendre hommage à votre audition telle qu'elle est organisée, parce que j'en ai fréquenté quelques-unes qui n'avaient pas la même diversité. J'ai vu que vous avez même auditionné des historiens, hein, et on pourrait dire la prochaine fois, allez voir certains anthropologues, certains qui ont des choses passionnantes à dire sur ces usages. Les usages sont, et les expertises sont extrêmement variées. Hein, et là-dessus, on a une vraie question à se poser. Par exemple, l'hépatotoxicité n'est pas évaluée de la même manière pour un médicament, parce qu'on va prendre un médicament en théorie 3 semaines, 1 mois, et il y a un bénéfice-risque, j'accepte de faire un peu plus mal à mon foie, mais parce qu'en échange, ou si je le mets comme une huile alimentaire que je risque de prendre tous les jours, pendant 30 ans ou 40 ans. Voilà. Donc il faut accepter, qu'on accepte entre nous, de croiser toutes ces informations. Pour revenir à mon boulot à moi. Mon boulot à moi, il m'amène à avoir des discussions parfois un peu particulières, parce que voilà, quand on va voir l'addictologue, c'est qu'on est pris dans des dialogues de sourds avec des mécanismes que vous connaissez probablement, la dissonance cognitive. Chacun d'entre nous a tendance à éliminer l'information qui le dérange dans son raisonnement. Voilà, c'est un truc, c'est comme le caillou dans la chaussure, le plus simple c'est l'enlever. Donc si vous avez une idée qui vient un peu contrarier le reste de ce que vous pensez, vous allez avoir tendance à écarter ce paramètre en disant celui-là n'est pas le paramètre le plus important. C'est dommage parce que c'est celui souvent qui pourrait nous être utile. La deuxième chose, c'est la pensée magique. Alors aujourd'hui, en époque de FacMed, on a peur de dire la pensée magique, mais certains d'entre vous continuent de prendre le petit gris-gris avant tel examen ou tel truc, parce que c'est quand même ce jour-là la première fois qu'on a réussi. J'en connais même qui disent je mets toujours le même short quand je fais telle chose, parce que voilà,
je peux gagner. Et puis, dans l'autre façon de penser magique, c'est l'adolescent qui vous dit « Ouais, moi j'avais bu hier quand j'ai pris la voiture, mais ça n'arrivera pas à moi, l'accident. » Voilà, c'est une pensée magique. Je considère que moi, je suis immortel. Hein, et on sait bien que la pensée magique, elle a ses limites. Et puis, il y a des mécanismes qui vont nous jouer, le marketing, des phénomènes d'influence qui sont là. Hein. Une phrase qu'on entend souvent et que maintenant vous avez appris à relativiser, messieurs les rapporteurs et présidents, c'est l'adolescent ou le jeune qui vous dit « Ah non, moi je ne veux pas de votre médicament, je me soigne qu'avec du cannabis. » Alors le cannabis non thérapeutique auto-prescrit. Et pourquoi tu ne veux pas un antidépresseur? Parce que c'est chimique. Je prends que du naturel. On lui dit, mais enfin, le THC ou le CBD, ce qui est dans ton cerveau, c'est tout aussi chimique. Donc, et tant que c'est illégal, tu as même plus de risques qu'il soit mélangé avec des choses. Voilà. D'où l'intérêt de sortir de cette prohibition et de dire, à un moment donné, tu vas vers des produits, vas-y de la façon la plus sécurisée et n'y va pas autour de représentations. Voilà. Le problème, c'est que les risques, quand on est usager, on n'a pas envie. Donc nous, par exemple, sur le tabac, les parents, les adultes, on lui montre ça. Et du côté de l'usager, lui, il a sélectionné l'autre chose. Donc vous lui dites c'est dangereux pour ta santé. Il dit en attendant, ça me fait planer, c'est bien. Et voilà. Donc personne n'a tort. Personne n'a complètement raison. Hein. La vérité est entre les deux. Et je vous redonne une citation de mon successeur. L'addiction se développe à travers la diversité des expériences de vie et donc ne peut se résumer à la maladie. Le choix du produit est dû aux vulnérabilités personnelles, au marketing, aux effets de mode, on aurait pu rajouter de culture. Hein, et donc il va falloir faire un peu avec tout ça. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de soigner? Alors vous savez, l'addictologue, contrairement à ce que vous croyez, et contrairement à ce qu'on vous croit, c'est plutôt comme le dentiste, enfin, je pense que certains sans doute, c'est la personne qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Quand on dit tu as un problème, tu vas consulter un addictologue. Pourquoi? Parce que l'addictologue a deux idées farfelues. À un moment, quand vous êtes jeune et que vous commencez, il va vous proposer de vous aider en vous séparant du produit qui vous soulage. Vous êtes depuis quelque temps, vous avez trouvé un produit qui vous calme, qui vous excite, qui vous fait l'effet que vous voulez, et on va vous envoyer voir quelqu'un qui va vous dire je vais te l'enlever. Et 30 ans plus tard, quand vous êtes devenu complètement addict, on va vous renvoyer voir le même addictologue, et là vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit c'est facile, entre guillemets, il suffit de te passer du produit, alors que ça fait parfois 10 ans que vous vous battez pour arriver à vous en séparer. C'était l'histoire des salles de conso, c'est-à-dire qu'on dit à la personne monte en haut du Mont Blanc, voir comme le paysage est beau, il dit ouais mais j'ai plus de jambes, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir monter. Voilà. Donc au début, on veut le priver de la béquille, à la fin, on veut lui dire c'est facile, tu peux t'arrêter, il suffit de. Donc entre tout ça, c'est souvent comme ça qu'on se piège dans l'addiction. D'où un autre travail qui est important par rapport à la question que vous vous posiez et qu'on essaye de faire dans l'Exapa, c'est de partir de là où on est la personne, là où on est l'usager. Et qu'est-ce qu'on a? On a souvent une situation, vie familiale, affective, scolaire, je vais très vite, qui génère ce fameux stress, cet inconfort. La personne a pris un produit. Alors pourquoi? Parce que quand elle est dans une situation difficile, elle a fait un inventaire dans sa tête. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Là, on retrouve les inégalités sociales de santé, des choses dont il faudra que vous teniez compte dans votre rapport. Il y a des familles où on a des tas de solutions à proposer à un adolescent qui ne va pas bien, à un adulte qui ne va pas bien, à une personne X ou Y de la famille qui ne va pas bien. Et puis, on a des ressources éducatives ou pas, on a des ressources culturelles, on a parfois des ressources communautaires ou pas. Et puis, de l'autre côté, donc c'est des choses... C'est là-dessus, moi, que je voudrais centrer mon propos, parce que c'est des choses qui n'ont pas été dites et qu'on oublie souvent. Et ce matin, j'étais à une réunion passionnante avec Santé publique France, avec un certain nombre d'acteurs, parce qu'on déploie sur tous les territoires de France des programmes de prévention qui dotent les jeunes et les familles de compétences psychosociales. Et lutter contre la drogue, c'est pas simplement interdire un produit, c'est donner aux personnes les moyens de faire un choix éclairé. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, quand ils vont pas, voilà, si vous n'avez pas la chance d'être quelqu'un qui, au naturel, sait gérer son stress, son truc, son machin, ce qui n'est pas forcément un reproche, vous allez vous tourner vers des produits. Voilà, ce qui n'est pas honteux. Vous allez les demander au médecin, et puis parfois, vous allez les demander à votre entourage, à une boutique X ou Y, et vous allez chercher, là aussi, en fonction du marketing. Vous allez rarement tout de suite plonger dans un manuel de pharmacologie. C'est pas le réflexe numéro 1. Et même à la pharmacie, vous allez plutôt acheter au début les produits sans ordonnance. Voilà, en parapharmacie. Voilà. Et donc, on a quelque chose qui peut agacer, qui est que tous,
on fait ces petits bidouillages, on fait cette petite cuisine, on fait ces petites substitutions. On va chercher à remplacer un état désagréable par un état agréable. On va chercher à prendre le produit qui serait le moindre risque et le plus facile d'accès. Il y a une espèce de pente naturelle. On va parfois dire, oui, ce serait mieux que j'apprenne à gérer naturellement mon stress, mais il va me falloir 6 mois. Alors que si je prends ce produit, il me faut 3 heures et encore, je suis tout de suite. Alors bien sûr, si j'ai appris à le gérer naturellement, c'est une compétence dont je disposerai tout le temps. Si j'ai demandé au produit, je devrais renouveler la prise de produit. Vous voyez un peu le mécanisme. Donc à ce stade-là, on a un exercice qui consiste non pas à dire tous les produits sont mauvais, mais les produits sont différents. Et est-ce qu'une personne peut avoir des alternatives ou est-ce qu'elle ne peut passer que par cette recherche de produits? Et ça m'amène à essayer de vous remettre un peu ce petit schéma autour de la substitution. Donc, la meilleure substitution, c'est celle qui est la plus proche de l'état recherché, avec le moindre risque. On est toujours dans cette logique bénéfice-risque. Et en partant de ce que je ressens moi. On aimerait bien que les gens ne soient pas X ou Y comme ça, mais ils sont comme ça. Et donc, on va avoir des substitutions qui sont des substitutions très médicales. Vous allez recevoir après l'Agence du médicament qui a beaucoup travaillé sur des médicaments de substitution. Je vous rappelle qu'au début, ces médicaments de substitution étaient classés comme des stupéfiants. Moi, j'ai connu l'époque où quand vous rameniez de la méthadone ou quand vous preniez du Subutex, vous étiez hors la loi. Et vous évoquiez, M. Mendes, les problèmes transfrontaliers. Nos collègues qui étaient déjà à la limite de la Belgique, des pays qui avaient ça, et qui avaient des usagers pendant un certain nombre d'années, quand ils allaient se traiter de l'autre côté de la frontière et qu'ils revenaient, ils étaient susceptibles d'être interpellés pour usage illicite ou importation illicite de stupéfiants. Voilà. On appelle ça alors maintenant des TAO, pour rappeler que c'est pharmacologique. Là, c'est une substitution pharmacologique, c'est un traitement antagoniste des opiacés. Vous avez une autre substitution qui est non médicale. Voilà, peut-être certains d'entre vous connaissent le vapotage. Ce n'est pas prescrit par un médecin, ça ne s'achète pas obligatoirement en pharmacie, mais ça permet de remplacer l'utilisation de nicotine avec la combustion qui crée le cancer, par une utilisation de nicotine sans combustion qui, à défaut d'avoir zéro risque, en a nettement moins. Et on est donc là dans quelque chose, et vous avez toute une discussion là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir? C'est que dans les deux cas, les techniques ont été mises en place grâce aux usagers qui ont fait remonter cette expérience. Les plus anciens d'entre vous se rappellent que les premiers usagers qui s'auto-substituaient avec du néocodion ou avec le médicament qui a précédé le Temgesic, on faisait des émissions pour dénoncer le scandale sanitaire que c'était. On demandait aux pharmaciens de ne pas en donner. Un an après, on a demandé aux pharmaciens de se mobiliser pour vendre les traitements de substitution. Donc méfions-nous, là encore, de nos jugements à l'emporte-pièce. Et si on est passé d'une politique à l'autre, ce n'est pas une attaque, voilà, mais c'est parce que des médecins généralistes ont entendu ces usagers, parce que des médecins qui travaillaient dans l'humanitaire ont entendu ces usagers et ont dit, mais finalement, ce qu'ils font, ils ne peuvent pas enlever 100% du risque, ils en enlèvent 50%, pourquoi on ne les écoute pas? Et s'ils en enlèvent 50, s'ils se sentent mieux, pourquoi on ne les aide pas? Parce que s'ils se sentent mieux, ils prendront soin d'eux-mêmes et on rentrera dans un cercle un peu plus vertueux. Donc, une partie de ce que vous avez entendu en recevant des associations d'usagers et en recevant des usagers, elle est dans cette tradition qui permet de prendre en compte ce point de vue et de se dire, c'est en partant de cette logique que peut-être on pourra remonter le fil. Voilà, alors après, c'est cette idée sur les savoirs expérientiels des usagers, et puis vous avez des grands spécialistes internationaux, je pense à Yasmine Heard qui avait été citée à contresens par Constantin, qui travaille, elle, sur comment on peut inventer des médicaments, les neurosciences translationnelles. Vous avez une autre substitution qu'on va pouvoir faire, et vous l'avez proposé avec le cannabis médical, et puis vous allez avoir des gens qui vont faire la substitution avec des produits bien-être. Voilà, des produits qui ne seront pas suffisamment répertoriés, classifiés pour être bien-être, mais qui seront, je vous donne l'exemple, pour moi tout à fait intéressant, des boissons énergisantes qui étaient prohibées de 1998 en 2006, qui ensuite ont débarqué telle une tornade et qui ont emporté le marché de la stimulation, alors pas de l'apaisement, mais de la stimulation.
on a, de mon point de vue, pas su suffisamment l'encadrer. Il y a des endroits où elle est vendue avec l'alcool, ce qui est une façon de faire surconsommer de l'alcool. Mais rappelez-vous que les boissons énergisantes étaient prohibées. Et si vous avez besoin de rafraîchir votre mémoire, dans l'expertise collective de l'INSERM de 2014 sur conduite addictive chez les adolescents, vous avez un texte de Dr Carilla, à l'époque il n'était pas encore professeur d'addictologie, qui fait le point sur ces boissons énergisantes. Voilà, hein, on y réfléchissait dans une expertise sur les conduites addictives. Quand vous voyez maintenant, je ne vais pas donner la marque, il n'a pas besoin de moi pour faire de la publicité, mais c'est quelque chose à retenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus là-dessus? Quel est l'effet recherché que vous avez choisi, vous, de travailler? C'est le bien-être. Pour moi, le bien-être, ça évoque un livre dont je vous recommande au moins de lire la préface, Édouard Zarifian. À l'époque, on surconsommait un certain nombre de médicaments en France et le ministère de la Santé avait demandé à ce psychiatre de faire un état des lieux. Voilà. Alors, ce livre avait agacé l'industrie pharmaceutique, mais il était très intéressant parce qu'il se posait la question de produits qui n'avaient pas pour but de soigner, mais de rendre la vie un peu plus confortable, un peu plus supportable. Hein. Donc ça ne peut pas être pris en charge par l'assurance maladie, jusqu'où on va. Enfin voilà, il y a toute une discussion et c'est quelque chose qui est intéressant. L'étape d'après, c'est de se dire, si on met des produits comme ça, et vous, je crois que vous avez beaucoup travaillé, donc c'est juste pour le rappel, il va falloir être clair sur les règles d'utilisation. Il va falloir être clair sur les règles d'utilisation. Il va falloir sécuriser le matériel. C'est la question du vapotage. Il vaut mieux que la vapoteuse n'explose pas plutôt que de dire vapoter est dangereux. Voilà, il vaut mieux fixer un certain nombre de règles et ça a été fait. Et puis, j'insisterai plus sur un point dont on ne vous a pas parlé, c'est le mindset and setting. Hein, c'est quelque chose d'important dans l'addiction parce que vous avez entendu, et c'est essentiel dans les questions d'addiction, des pharmacologues. Mais là encore, il ne faut pas en rester là. Une partie de l'efficacité de ces produits, et ces pharmacologues d'ailleurs vous ont dit assez honnêtement, c'est compliqué le cannabis, c'est compliqué le CBD, c'est compliqué le THC, parce que c'est un spectre très large d'effets. Et une partie de ces effets vont être guidés de l'intérieur parce que l'usager en aura anticipé. Les vieux comme moi savent qu'on disait il faut savoir conduire son herbe. Voilà. Il faut savoir conduire son herbe. Et vous avez en ce moment tout un travail que vous pourrez faire après quand vous aurez réglé la question du cannabis. Je vous invite à vous intéresser au LSD et à la psilocybine, qui sont remis en chantier comme étant potentiellement des médicaments. C'est très sérieux avec des études pharmacologiques tout à fait intéressantes. Mais la psilocybine comme le LSD, on sait que ça marche, là encore, si on accompagne la personne dans la construction qu'elle se fait. Et donc ça nous amène à dire que sur ces produits-là, il faut accepter de penser de nouvelles pratiques, d'accompagnement. Je vous en présenterai quelques-unes avec des groupes d'autosupport, je ne fume plus, psychoactifs. Il faut penser à des collaborations, des thérapies collaboration. Et je vous ai mis un texte de Zoé Dubus, qui est une historienne, qui explique très bien, alors sur l'exemple du LSD, l'intérêt de ça. Je ne vous ai pas remis des textes sur le cannabis. Si vous ne les avez pas, je vous les passerai, mais vous verrez dans le dossier. Voilà. Pour terminer sur les points, les autres questions que vous me posiez, ça c'est un peu comment on essaye de faire aujourd'hui. On part de l'usager et on accompagne en proposant la plus grande diversité de propositions. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on observe dans une consultation? Alors je vous ai mis celle où je travaille à Boulogne, mais je vous ai mis aussi ce que m'ont fait remonter des groupes d'autosupport. Je vous ai mis au niveau de Boulogne aussi bien des choses comme Boulogne-Billancourt. C'est une sociologie particulière. Juvisy, où travaille votre président. Moi, j'ai travaillé avant à Mantes-la-Jolie dans une sociologie complètement différente de quartiers sensibles. J'ai interrogé mes collègues de l'île de la Réunion, Piscopélia, à des consultations à la Réunion. Et puis, je suis allé voir du côté de Metz et du côté de le Nord, et les gens de l'Apléate, qui ont un gros programme de prévention. Alors, clairement, ces produits provoquent une vraie appétence, on les demande maintenant, voilà. Mais avec des personnes qui ont finalement peu d'informations. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que la prohibition fait que ils n'hésitent pas à dire qu'ils en prennent, qu'ils aimeraient en prendre, mais ils reconnaissent qu'il est difficile d'avoir une information et ils sont demandeurs. Ils viennent de dire est-ce que vous pourriez me confirmer telle ou telle chose. On a un certain nombre de demandes qui sont du côté du cannabis médical et je voudrais que vous remontiez à Robin Reda, que je le remercie pour l'avoir entendu avoir été entendu au moment de l'amende forfaitaire. J'avais dit mais commencez d'abord par sortir tous ceux
qui vont vers le cannabis pour de bonnes raisons médicales, sortez-les de ce groupe-là, protégez-les. Voilà. Et vous verrez que ça fait beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine et que ça va être un premier apaisement. Là, j'y reviens pas, c'est pas le sujet. Et puis vous avez des personnes qui y vont pour ce bien-être. Voilà, ça c'est clair. Et pour le confort, y compris dans le confort, s'éviter les problèmes d'aller acheter dans les fours ou d'aller acheter dans les quartiers, et y compris parce qu'on peut être un usager de produits et avoir du civisme. Ils n'ont pas envie d'entretenir des mafias, ils n'ont pas envie d'entretenir des réseaux de marchands d'armes, ainsi de suite. Donc voilà, ils disent, s'il y a une boutique qui me vend tel et tel truc, je suis là-dessus. Ils y vont sur des indications qui sont du coup très larges. Alors le sommeil, c'est toujours très étonnant, hein. Parce que pharmacologiquement, c'est pas un hypnotique, voilà, hein, ça n'a jamais été mis dans les hypnotiques, mais oui, je m'endors, voilà, je finis par m'endormir grâce à ça. Beaucoup le stress, la détente, la vie quotidienne, et puis peut-être ça va poser problème, parce que pour certains, ça remplacerait bien l'apéro de fin de journée, la coupure de la fin de journée. On a beaucoup de remarques comme ça, et ils y vont un peu comme on est allé vers les boissons énergisantes. C'est plus simple, c'est plus confortable, ça pose moins de problèmes. Ils utilisent le vapotage. Ils font attention à ne pas se mettre en danger. Ce qui est intéressant, ce sont des personnes qui sont, encore une fois, capables de dire « je ne veux pas faire complètement n'importe quoi ». Voilà, hein. Et c'est intéressant de leur donner une possibilité de le faire. Et puis, on a, alors c'est l'autre question que vous me posiez, oui, mais là, c'est vraiment... aléatoire. Par exemple, les collègues de la Réunion n'ont pas tout à fait la même observation. Enfin, voilà. On a des personnes qui vont dans ce qui se rapprocherait de la substitution thérapeutique. C'est-à-dire que je ne veux plus prendre d'alcool parce que je fais trop de conneries avec l'alcool. Je vais tester, est-ce que le CBD, en l'occurrence le CBD, fonctionne. Il y en a qui vont en prendre pour sortir un peu d'une surconsommation de cannabis. Alors, ça ne marche pas sur tous les profils. Si on cherche dans le cannabis le côté un peu plus hallucinogènes, ils vont être déçus. Mais s'ils prenaient du cannabis sans le savoir globalement et que ce qu'ils cherchaient, c'était plutôt le côté apaisement, ils vont trouver un certain intérêt. Et j'ai comme ça un certain nombre de jeunes qui fonctionnent là-dessus. Et dans un jeu, toujours pour prendre la comparaison avec les boissons énergisantes, c'est un peu plus que le café, c'est un peu moins que la cocaïne. Et ben, voilà, avec le CBD, il le situe un peu là-dessus. Et je me suis permis, c'est pas qu'un jeu de mots, hein, parce qu'on est souvent très méprisant pour ce point de vue des usagers. Qu'est-ce qui fait que certains préfèrent l'eau plate et d'autres préfèrent l'eau gazeuse? Voilà. C'est pas une réponse aussi simple que ça, mais pour eux c'est plus confortable. Sur un autre mode, qu'est-ce qui fait que vous préférez écouter Juliette Gréco ou Mylène Farmer? Et vous pouvez parfois avoir envie d'écouter les deux. Et vous allez penser que j'ai consommé quelque chose que j'aurais pas dû consommer avant de venir, mais sachez qu'en ce moment, il y a des gens qui s'amusent à mettre de l'alcool dans des eaux gazeuses. Ça s'appelle les hard seltzer, et que c'est en train de prendre un marché énorme aux États-Unis, et que quand des personnes prennent des produits pour sortir, d'autres prennent les produits de sortie pour les faire rentrer. Hein, une porte, ça peut aider à sortir, mais ça peut aider à rentrer. Donc il faut aussi qu'on soit intelligent là-dessus, et qu'on ne soit pas naïf sur un certain nombre de procédures. Bien sûr, ça permet de descendre les marches, mais ça permet aussi de monter. Voilà, donc il n'y a pas de théorie de l'escalade, ça n'existe absolument pas, mais il y a à réfléchir avec intelligence. Et alors, une proposition que je vous ferai pour réfléchir là-dessus, c'est que là aussi, on dit, voilà, ils vont aller vers des produits alors que, et j'ai pu vous donner l'impression de dire ça, alors on ferait mieux de les éduquer et de leur donner un certain nombre de compétences. Et vous verrez dans les documents que je vous ai amenés, je vous montre, je l'ai dit, je vous montre un certain nombre de ces programmes, Primavera, que développe l'association auquel j'appartiens, Unplugged, qui est un programme européen de prévention qui a été testé, qui diminue de façon très spectaculaire les consommations. Je vous ai montré l'exemple de la Finlande, alors c'est une île assez isolée, mais la Finlande qui a obtenu des résultats, si vous regardez le tableau, c'est assez spectaculaire, partant du même niveau que nous, là où ils en sont aujourd'hui, avec des programmes de prévention de compétences psychosociales que nous n'avons jamais été foutus de déployer en France, qu'on commence à peine à déployer depuis 4-5 ans, et c'est loin d'être gagné. Donc, si on veut utiliser des produits bien-être,
Hein. Moi, je ne vous donnerai pas de solution du côté de la pharmacologie, des seuils, ce n'est pas ma compétence. Mais il faut bien positionner ce produit et permettre aux personnes de le compléter par ce travail de prévention. Parce que n'importe quelle personne va naturellement ne pas choisir de passer que par le produit. Il faut s'enlever ce fantasme-là. Voilà, chacun de nos concitoyens a envie d'équilibrer. Donc il faut fixer quelques règles en règle de maturité. Ce n'est pas indispensable d'autoriser la consommation de ces produits trop tôt, hein, mais il faut renforcer les facteurs de protection, renforcer les programmes de prévention, faire confiance un peu à l'éducation et là-dessus, un des gros problèmes de notre pays, c'est qu'il diabolise absolument les substances et qu'il n'a aucune confiance dans la prévention et dans les outils de prévention. Et résultat, on est dans ce blocage que vous commencez un petit peu à faire bouger et je vous en remercie. Après, je ne le redirai pas, il y a la qualité du produit. Pour garder le contrôle, je voudrais juste le redire parce qu'on en a parlé en aparté en préparant. Les producteurs peuvent être vertueux, mais ils ne sont pas toujours vertueux. Et parfois, derrière les producteurs vertueux, arrivent des producteurs un peu plus cyniques. Et donc, il vaut mieux anticiper ça avec un certain nombre de règles. Je crois que quelqu'un vous a parlé d'une loi E20 de ces produits-là. C'est pas stupide. Voilà. Posons le cadre d'entrée de jeu. Partons des attentes des usagers et là-dessus, Christian Ben-Lagdar a fait par exemple un travail qui complète un travail qui a été fait par les experts du Centre d'analyse économique. Le marché régulé sur ces produits-là, ça a vraiment du sens. Voilà, on lève un certain nombre d'interdits, mais on fixe des règles claires, tout le monde y est gagnant. Et puis pour terminer sur un plan plus praticien, n'oublions pas donc l'importance de ces groupes d'autosupport dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe Je ne fume plus. Vous avez les références à l'intérieur. C'est un groupe qui réunit des dizaines de milliers d'usagers, par exemple du tabac, et ces personnes s'aident entre elles. C'est un accès sur Internet, c'est très simple. Ça permet d'eux, ils font des conférences et tout. Ce sont des outils. Et dans ces groupes-là, on voit la question du CBD monter de plus en plus, et on voit les personnes commencer à s'interroger entre eux. J'en ai donné un autre, psychoactif. On voit qu'il y a des savoirs autour desquels on est en train de passer, et c'est dommage. Vous évoquiez la possibilité d'expérimenter. Alors, nous, on serait par exemple intéressés pour pouvoir, si la loi nous le permettait, pour pouvoir expérimenter avec nos usagers une coopérative autour du CBD. C'est-à-dire qu'on le fait avec le vapotage, on les réunit, ils discutent entre eux, ils voient les avantages, ils voient les inconvénients. Il y a ces fameux savoirs profanes qu'ont les usagers, et ils le font en présence de professionnels. Donc on peut apporter des critiques objectives, on peut apporter des informations complémentaires. Voilà, je vous ai mis un document, alors ne le prenez pas au pied de la lettre et ne nous faites pas un procès tout de suite, mais voilà, sur le vapotage CBD qui est distribué par un XAPA, on le fait, j'espère ne pas leur porter tort, mais voilà, je leur ai demandé avant, on le fait, hein, et on commence à permettre à ces personnes, et nous, on travaille avec eux comme on l'a fait à l'époque pour la substitution. On ne part pas de l'idée que ce que dit un usager est nul, non avenu, que ça n'a pas d'intérêt. On part de l'idée, parce que je fais partie de ceux qui ont connu avant, quand quelqu'un disait ça marche, la substitution, non, c'est illégal, tu continues de te droguer. Donc on a appris à faire preuve d'humilité. Oui, si quand tu prends ce produit-là, tu te sens mieux et que ça t'aide à faire un certain nombre de choses que tu ne faisais plus et que ça te remet en marche, pourquoi pas? Voilà. Alors, il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il ne faut pas tout de suite trop miser là-dessus, mais puisque vous réfléchissiez à des possibilités d'avancer en termes d'expérimentation, permettre qu'un certain nombre de lieux de soins jouent ce rôle avec des usagers, d'éclaireurs, ce serait intéressant. Et ma conclusion sera qu'on le veuille ou pas, c'est toujours l'usager à la fin qui fait lui-même assemblage de ces solutions. Hein. Et c'est ça qui fait que ça marche le mieux dans une addiction, parce que si l'hypothèse, c'est qu'il a perdu le contrôle, la guérison, c'est que l'usager reprend lui-même le contrôle. Ce n'est pas qu'on le contrôle de l'extérieur. Donc il faut qu'à un moment, on se pose la question de comment peut-on l'accompagner pour que lui-même reprenne le contrôle. Et le gros des thérapies aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, sont ce qu'on appelle des thérapies intégrées. Je vous en donnerai 2 exemples. Souvent, on parle que médicaments, on parle que substances. Il y a un programme qui s'est diffusé beaucoup en France qui s'appelle TAPAGE, Travail alternatif payé à la journée, qui permet à des jeunes de venir travailler quelques heures. Ils sont payés pour les quelques heures, ils repartent, ils font ce qu'ils veulent, mais petit à petit, on les remet dans une situation active. Voilà, je ne développerai pas plus, mais parfois, partir d'une approche sociale
Et mettre l'approche thérapeutique médicamenteuse un peu plus tard est tout aussi utile que de vouloir tout de suite commencer. Voilà. Donc le gros du travail dans ces centres d'accompagnement, c'est de faire de l'accompagnement, c'est-à-dire de partir de là où la personne en est, de prendre le chemin qu'elle est prête à prendre pour commencer, et ensuite de lui aider, à lui présenter les outils pour que sur ce chemin, elle puisse trouver les éléments complémentaires dont elle a besoin. Voilà, c'est ça un peu qui est fait. Et bien sûr, dans ces éléments, vous avez tous les autres partenaires qui sont indispensables, que ce soit la médecine de ville, dont le rôle a été essentiel sur la mise en place de substitutions, ou les programmes hospitaliers, qui sont des lieux d'expertise et des lieux de recherche. Et vous avez entendu un certain nombre de mes collègues dire que la recherche sur le cannabis, c'est très très dur à faire en France, et là aussi, il faut les défendre. Donc c'est pas opposer l'un à l'autre, mais c'est compléter la palette d'informations. Et je vous ai mis dedans, et j'insiste là-dessus, l'importance de ces programmes de prévention qui seront tout aussi efficaces que multiplier des interdits à des personnes qu'on n'a pas su accompagner et former. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je vais laisser la parole à Ludovic Mendes, donc il y a quelques questions à vous poser. Merci pour cet exposé très complet d'ailleurs, où vous avez pu parler presque d'un peu de tout concernant le cannabis. Moi, je vais rester focalisé sur le CBD, parce qu'en 2017, l'OMS avait considéré que le CBD n'était pas susceptible de créer de dépendance. Donc, vous en avez parlé aussi, contrairement au THC. Il est même considéré par certaines études comme un inhibiteur des effets du THC, en l'empêchant de se fixer sur les récepteurs endocannabinoïdes CB1. Voilà. Pour cette partie, donc la question elle est simple. Au regard de votre expérience en addictologie, partagez-vous l'avis de l'OMS sur l'absence d'effets psychotropes du CBD, premièrement. Deuxièmement, si le CBD est bien un inhibiteur des effets du THC, pourrait-il, selon vous, jouer un rôle dans la réduction des addictions au cannabis, donc globalement au THC, à nouveau. Et troisièmement, dans ce dernier cas, selon quelle modalité le CBD pourrait-il être utilisé dans vos centres de prévention ou dans vos centres d'action, et sous quelle forme et à quelles conditions devrait-il être, selon vous, administré aux patients? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas encadré et que chacun se soigne ou du moins s'en sert comme il le souhaite. Alors, je vais pas vous surprendre, hein, je ne vais pas répondre à la totalité de votre question en vous rappelant ce que je vous dis en introduction. Je ne suis pas pour l'ultracrépidianisme et donc je ne réponds que là où je suis compétent. Vous avez reçu des pharmacologues qui vous ont répondu ou qui vous ont posé les questions qu'ils aimeraient avoir en termes de pharmacologie. Pour reprendre, oui, dans mon observation clinique, donc c'est une observation clinique, c'est évident que le CBD, dans ceux que j'ai vus, alors, il faudrait pouvoir l'étendre, n'est pas un produit qui rend très dépendant. Voilà. Alors, le cannabis THC lui-même n'est pas la substance qui rend le plus dépendant. En dessous, le CBD, encore moins. Si on parle de dépendance pharmacologique, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais il semblerait que ce soit très peu. Ce qu'il peut y avoir comme dépendance, c'est cette dépendance d'habitude. C'est-à-dire que je ne sais plus gérer mon stress naturellement, puisque je ne suis pas allé travailler la pleine conscience, sortir me promener dans un champ, si j'ai la chance d'habiter à la campagne, écouter un morceau de musique ou me mettre un truc, voilà. D'autres techniques. Hein. Je ne sais pas gérer un stress autrement qu'en prenant, et petit à petit, j'ai appauvri mes capacités éducatives et je me suis rendu indirectement dépendant d'une solution. Voilà, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Ma femme dit que je me perdrais même dans mon appartement. Il semblerait que ce soit à peu près vrai. À une époque où il n'y avait pas les appareils que vous avez dans les mains qui ont des satellites qui nous permettent de nous orienter, on nous faisait faire de la course d'orientation. Je n'étais pas le meilleur, mais ça m'aidait à être moins nul. Maintenant que je ne fais plus de course d'orientation et que je me guide uniquement avec un appareil technologique, je suis devenu dépendant de cet appareil technologique dans n'importe quelle ville où j'arrive. Voilà, je ne sais plus. Vous voyez, donc, là, pour répondre à votre question, en termes de dépendance pharmacologique, de visu, je confirme. En termes de dépendance, entre guillemets, éducative, pourquoi pas, mais c'est pas une raison pour prohiber. Il y a des tas d'autres objets qui créent ça, et il ne nous est jamais venu à l'idée de les prohiber pour ces raisons-là, et au contraire, ça nous donnerait plutôt des envies de renforcer le travail éducatif. Voilà. Et ensuite, sur la dernière partie, pour sortir par rapport au THC, cannabis THC, oui, dans certains cas, on commence,
vous le verrez dans le petit protocole que vous ont donné mes collègues. On commence un peu. Alors, probablement, il faudrait mener des recherches. Hein, intuitivement, enfin cliniquement, par rapport aux patients qu'on voit. Pour ceux qui apprécient dans le cannabis l'effet un peu plus hallucinogène, le CBD n'apporte pas une grande aide. Hein. Pour ceux qui appréciaient dans le cannabis le côté un petit peu relaxant et ce côté un petit peu apaisant, le CBD apporte une sacrée aide. Voilà. Et moi, j'ai des jeunes que j'accompagne en ce moment. J'en ai à peu près, vous voyez, j'ai une file active. Vous parliez de la consultation jeunes consommateurs dont je m'occupe. J'ai à peu près une centaine de patients par an parce que c'est pas facile de les rencontrer. J'ai à peu près une dizaine de personnes, de jeunes qui sont passés au CBD. Et sur ce profil-là, pour cela, on aurait envie d'aller plus loin. Voilà, ça fait partie des choses qu'on aurait envie d'expérimenter. Pas forcément uniquement pharmacologiquement, mais parce que ça joue un peu une sensation contre une autre. Éric Pogé, une question. Extrêmement complet et fourni. Moi, ça me fait... j'ai quelques réflexions qui me sont venues en vous écoutant. Comme on vous l'a dit, on a d'abord traité le cannabis dit thérapeutique, on a laissé le cannabis dit récréatif. Après, là, on est dans ce qu'on appelle le cannabis bien-être. À vous écouter sur le CBD, j'avais envie de rajouter presque l'idée de CBD thérapeutique. C'est-à-dire que j'ai perçu dans vos propos que, par rapport à vos expériences et à votre travail, le CBD pourrait avoir une vocation quasi thérapeutique. Et que peut-être en termes de sémantique, c'est peut-être un sujet qu'on devrait explorer, la notion de CBD thérapeutique. C'est une première réflexion. Deuxième réflexion, ce qui m'inquiète moi plus, c'est par rapport aux jeunes, aux adolescents. Ludovic vient d'en parler, la notion de dépendance. Est-ce que par rapport à votre expérimentation, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que le CBD sur un public spécifiquement jeune, adolescent, amène, éventuellement, pas l'effet d'escalade, mais amène à une notion de dépendance. Ça, c'est un sujet qui moi, m'intéresse tout particulièrement. Et enfin, dernier élément, c'est sur les moyens. Parce que si je retiens bien votre conclusion, c'est qu'il faut de la prévention, de l'éducation, un accompagnement. Ça renvoie au principe un peu de réalité. Je veux dire, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pragmatique? Et en termes de moyens, est-ce qu'on peut... En théorie, en parler entre nous, mais en sachant que dans un pays comme le nôtre, on n'aura jamais les moyens de le mettre en œuvre, quoi. Commencer par le dernier, à force de ne pas vouloir le faire, on n'aura probablement peut-être pas les moyens de le faire, mais ça fait des années que je l'entends, et excusez-moi, mais Robin Reda n'est pas là, donc on a dépensé un pognon de dingue sur l'amende forfaitaire, on leur a acheté les appareils pour la faire, on a évalué en 3 mois d'été. Pour faire une salle de consommation, on évalue sur 6 ans, on a le droit d'en faire qu'une. Pour faire un programme de prévention, 2009, Madame Bachelot, à la tribune, me dit, Monsieur le Président Coutron, 2009, c'était le moment où on avait fait la salle de consommation expérimentale et on se battait déjà pour ces programmes-là. 2009, elle me dit, Monsieur Coutron, vous aurez les programmes, il y avait tous les professionnels à Palais des Congrès, Cité des Sciences. On a tous les enregistrements et tout, ouais, c'est bon. On est en quoi? On est en 2020. Les programmes, on les a toujours pas. Non, mais regardez ce qu'on fait. Non, ce n'est pas un principe de réalité, c'est un principe de blocage idéologique. On ne pense qu'il n'y a que soigner les malades, mais en attendant devenez malade, ou attraper les délinquants, et on crée de la délinquance artificielle par une loi qui dit que dès que tu fumes un truc, tu es devenu un grand délinquant. Voilà, donc on a créé 2 catégories qui sont très écartées. Excusez-moi, si je pouvais allonger mes bras, je l'allongerais un peu plus. On ne s'occupe pas de tout ce qui est au milieu. On dit, attends, là, t'es pas assez malade, sois un peu plus malade, et je vais m'occuper. Et puis, ah, oulala, t'en as pris un, t'es déjà un délinquant. Voilà. Alors, avec ce système-là, ça fait des années qu'on est les plus ridicules, qu'on score en tête ou deuxième position. Quand il y en a un qui a un moment de faiblesse, on arrive un peu, voilà. Mais d'autres pays ont eu des approches beaucoup plus équilibrées. Je vous dis pas, mais ils ont mis beaucoup plus de moyens dans la prévention, ils ont mis beaucoup plus de moyens dans l'accompagnement. Ils n'ont pas mis tous les moyens. On ne demande pas d'avoir tous les moyens, mais d'avoir une approche qui ne soit pas aussi binaire que ça. Donc ça, c'est le point. Et vous avez parlé des consultations jeunes consommateurs auxquelles j'ai consacré du temps. J'ai consacré du temps, pas seul, avec d'autres collègues. Elles n'ont jamais été vraiment financées. Jamais. Chaque année, au PLFSS, on nous dit c'est pas le moment. Chaque année.
Officiellement, la jeunesse, tout le monde s'en préoccupe. Voilà. Officiellement, les addictions, c'est un des grands problèmes de santé de la jeunesse. On ne fait rien là-dessus. Voilà. Après, sur la question du thérapeutique, je serai plus prudent. Parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres indications thérapeutiques à apporter, mais au sens de l'Agence du médicament, au sens du travail fait par Nicolas Authier, et je rejoindrai ce que dit Nicolas Authier en disant qu'il ne faut pas mélanger les catégories. Mais il peut y avoir des effets thérapeutiques de certains modes d'usage. Voilà. Il n'est pas obligé de tricher avec la catégorie. Et après tout, des personnes vont prendre des produits de santé. Des personnes aujourd'hui se sortent de l'addiction parce qu'elles vont faire du yoga ou qu'elles vont faire de la relaxation. On n'a pas besoin d'en faire un outil thérapeutique. Nous, dans notre boulot avec ces personnes, à un moment, on leur dit tu vas mieux, tu devrais t'inscrire. Et plutôt que d'aller dans un truc où il y a marqué yoga pour malades toxicomanes, tu vas dans une salle et tu le fais avec les autres. Et ça participe de la guérison. Donc ça peut être, vous voyez, ça peut avoir cet effet thérapeutique sans retoucher les classifications. Voilà. Et puis il y a une zone intermédiaire qu'il faut accepter un petit peu de visiter. Alors, mais ça, pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. Ou sur certains profils, oui, peut-être, on pourrait avoir une utilisation un peu plus spécifique d'un CBD qui serait un peu plus dosé à ce moment-là, où c'est l'histoire des doses, qui ne seraient pas tout de suite comme ça dans le marché, et qui pour certains pourraient être utilisés pour permettre une désescalade. Mais celui-là, moi, je n'aurais pas d'objection à ce qu'il soit dans un régime un peu particulier, un peu intermédiaire de produits à calculer. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais et en partant toujours de l'usager qui, le ressentant comme ça, dit « moi, ça m'aide ». Et si la personne dit « moi, ça m'aide », moi, mon boulot, c'est de dire si ça t'aide, il faut que je t'aide à passer par ce chemin-là et pas de te dire « non, non, ce n'est pas le chemin qu'on a choisi pour toi ». Oui, Ludovic, vas-y. Merci. Je vais continuer dans cette logique-là et ça, je crois que ça a été prouvé à plusieurs reprises, vous en parliez tout à l'heure. Il y a souvent une dépendance à ces produits par rapport à l'effet qu'ils peuvent amener et pas au produit en lui-même. D'ailleurs, sur le THC, comme sur le CBD, il est prouvé jusqu'à maintenant que l'addiction au produit en lui-même est très, 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 très faible. Je crois que c'est un seul pourcentage de consommateurs qui soient potentiellement addicts. Souvent dû à des problèmes. Quand on parle de la jeunesse, justement, qui utilise ce genre de produits, c'est souvent pour s'évader d'un monde un peu particulier, issu de maltraitance physique ou psychologique, maltraitance sociale. On l'a vu avec les personnes qui se sentent agressées en permanence sur les réseaux sociaux ou dans la réalité. Donc ça veut dire que derrière, il y a un travail d'accompagnement général de la jeunesse qui n'est pas fait non plus, je pense, correctement, et qu'on pourrait peut-être se mobiliser sur le sujet. Mais justement, j'en viens là pour comprendre, d'après les personnes que vous suivez, quelle typologie de personnes vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est dû vraiment à des problèmes, on va dire, moraux, ou alors c'est vraiment dû à une addiction au produit en lui-même, d'une part, les types de dépendance que vous avez aujourd'hui à ces produits issus du cannabis, de façon globale, sur le CBD ou le THC, et la typologie de la consommation, la manière dont elle est consommée, si c'est de façon très très régulière, si c'est plusieurs fois par jour, si c'est de façon exceptionnelle, c'est dû à un malaise. Voilà. Parce qu'une addiction, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de consommer tous les jours, on peut aussi le faire plusieurs fois dans l'année, à des moments où on n'est pas bien du tout. Donc voir un peu votre avis d'expert, et par rapport à votre expérience sur le sujet-là, m'intéresse beaucoup, étant donné qu'aujourd'hui on nous explique que le CBD n'est pas dangereux, et beaucoup de personnes que je rencontre au quotidien sur le sujet m'expliquent qu'ils le font, alors on dirait de façon thérapeutique, mais c'est pas le terme, souvent pour l'aide à dormir ou à déstresser, parce qu'ils ont essayé d'autres substituts, du moins, ou d'autres produits vendus aujourd'hui par la pharmacopée française qui les mettent dans des états seconds, chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui avec le CBD. Et précédemment, ils consommaient du cannabis acheté dans la rue, parce qu'ils ne pouvaient pas acheter de CBD en boutique, et qu'ils ont décidé de changer de mode de consommation, étant donné qu'ils n'ont pas besoin des effets du THC. Et pour revenir juste sur le CBD thérapeutique, c'est le cannabis thérapeutique, étant donné que dans le cannabis thérapeutique, on peut avoir un taux de CBD faible ou très élevé, un taux de THC faible ou très élevé, et que certaines typologies ne peuvent se traiter que par le CBD et pas besoin de THC. Bon, je ne sais pas, je vous remercie de cette rafale de questions, mais je vais essayer d'y répondre. Voilà, le public que je reçois, d'abord, moi j'ai fait une expérience personnelle qui est assez surprenante. J'ai quitté
l'endroit où je travaillais à Mantes-la-Jolie pendant 20 ans, quartier sensible du Val-Fouré, que j'ai vu petit à petit partir en quenouille au fur et à mesure que les politiques d'État n'arrivaient plus à jouer leur rôle. Voilà, hein, et c'était avec des associations, enfin tout le réseau social qui était très important dans l'aide aux familles, qui est parti en vrille. Voilà, hein. Et je suis revenu un mois après dans le nouveau XAPA où je travaillais, à Boulogne-Billancourt, avec une sociologie. Voilà. Pas du tout la même. Et donc, j'ai pu voir ce que c'est que les inégalités sociales de santé. Quand vous pouvez payer un coach qui va récupérer l'année perdue, alors que de l'autre côté, vous allez tout de suite faire le CAP de chaudronnier, alors que vous n'aviez jamais voulu faire chaudronnier, mais comme vous avez fumé un peu trop pendant 3 mois, c'est foutu. Et là, les conséquences ne seront pas les mêmes. Donc ça renvoie au fait que les conséquences des produits ne sont pas que dans le produit, elles sont dans les vulnérabilités personnelles, elles sont aussi dans les inégalités sociales, et qu'effectivement, à ne raisonner que sur la molécule, on fait une erreur. Je le redis toujours, je ne suis pas anti-biologie, je ne voudrais pas être perçu comme ça, mais l'addiction, c'est quelque chose qui est multifactoriel, et si on ne voit que sous un angle, on fait du réductionnisme. Donc oui, il peut y avoir certains cas où on dira, à cause du CBD, il a eu tel et tel problème. Probablement, si on regardait ce cas, il y avait des vulnérabilités particulières, il y avait un certain nombre de circonstances. Donc dans les personnes qu'on va rencontrer ensuite, au niveau d'une consultation jeune consommateur, la difficulté, c'est d'aller les rencontrer. C'est pas elles qui viennent nous voir, c'est nous qui allons les voir. Et ça a été ça où c'est toute une bataille, parce que quand vous avez 15-16 ans et que vous commencez vos premiers joints ou que vous commencez vos premières consommations d'alcool, vous ne vous considérez pas comme malade. Donc vous n'allez pas spontanément dans le lieu de soins, et c'est tout sauf une preuve de mauvaise santé mentale. C'est logique. Voilà. Donc si on vous dit va voir le soignant, et en plus ce que je vous disais pendant ma présentation, il va te convaincre d'arrêter le produit alors que ce produit à ce moment-là vous soulage, et bien vous dites alors là, bon, résultat, vous pouvez prendre 3 rendez-vous dans l'après-midi, aucun ne vient. Donc on a appris avec les consultations jeunes consommateurs à faire, je vous ai montré un dossier, l'intervention précoce. On le fait sans moyens, on le fait n'importe comment, on le fait sans aide de l'État, on le fait parfois même en nous mettant en compétition entre acteurs. Hein, parce que pour jouer, je vais donner un peu plus de sous à l'un cette année, un peu moins de sous à l'autre cette année. Hein. C'est une catastrophe. On ne fait pas une vraie politique publique là-dessus. Donc les gens qu'on va recevoir, c'est une des grandes fiertés qu'on peut avoir. L'endroit où je suis, alors le problème, c'est que j'ai plus de moyens pour le faire à Boulogne que je n'en avais à Mantes-la-Jolie. C'est un paradoxe, mais on va dans les écoles, on va dans les établissements scolaires, on va dans les centres de formation, et les cas les plus embêtants, on les reçoit. Alors les cas les plus embêtants, on n'a pas besoin de déployer quelque chose de trop lourd avec des patients qui en prennent de temps en temps, mais on ne va pas les laisser seuls en prendre de temps en temps. C'est ça qui est intéressant dans l'intervention précoce. On ne sort pas tout de suite la grosse machine, mais on commence à interagir avec eux. Vous voyez, alors je ne peux pas rentrer dans tous les détails des outils, mais il y a un certain nombre d'outils. Je vous ai donné à l'intérieur un document qui s'appelle le Pacte, qui est issu d'une seule étude, une des rares études randomisées sur des approches psychothérapeutiques, parce qu'en gros, travail parfois va être de travailler avec la famille. C'est pas la peine d'embêter le jeune. C'est la famille qu'il faut recevoir, c'est les parents qu'il faut aider, c'est les interactions familiales qu'il faut bouger. Et moi, je passe beaucoup de mon temps à recevoir, non pas le jeune, de temps en temps je le vois, mais à recevoir la famille, et on essaye ensemble de mailler. Voilà. Alors je pourrais vous donner comme ça un certain nombre d'exemples, mais sur les jeunes, il y a, je dirais, ces 2 gros publics. Le public avec des vulnérabilités spécifiques, plus on les rencontre tôt, plus on peut écarter le faux problème du produit et travailler sur les vulnérabilités, qu'elles soient psychiques, traumatiques ou sociales, et le public de ceux qui sont un peu dans la crise d'adolescence, le festif, la culture, ainsi de suite, et où il faut aider les familles, souvent dans des contextes complexes. Ce qui est absolument étonnant pour moi, c'est qu'à Mantes-la-Jolie, je devais décaler mes horaires, c'est comme ça que je m'étais fait engueuler par l'hôpital, parce que les mecs, enfin excusez-moi, les personnes qui travaillent au 3-8 dans les usines, vous n'allez pas leur demander de poser une journée de congé pour aller voir le psychologue. Donc il faut convaincre votre hôpital que oui, peut-être c'est compliqué, mais vous allez rester le soir, parce qu'ils descendent du train à telle heure, et que là vous pouvez les voir. Sinon, vous leur demandez de poser une journée, vous dites que les pères sont jamais là, il n'y a que les mères qui viennent. Ouais, mais vous faites pas ce qu'il faut pour. À Boulogne, c'est autre chose. Ils sont très pris dans des boulots très prestigieux, donc il faut les recevoir très tôt le matin, ou pareil, très tard le soir. Voilà. Mais si vous faites ça, vous avez du monde. Si vous faites ça, vous avez des interactions. Et si vous faites ça, vous pouvez travailler
Et vous tenez compte de la molécule, bien sûr, mais vous n'êtes pas focalisé sur la molécule. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos 3 questions, mais ce n'est pas ambitieux, une politique de prévention, c'est nécessaire. On peut faire du thérapeutique sans changer les catégories, mais en jouant sur des substitutions. Et on a un public dont on essaie de faire en sorte, je reçois le reste du public, je reçois des adultes, ainsi de suite, mais ça, le public qui est obligé de venir parce qu'il est tellement malade, il est au fond de l'ornière, c'est pas un exploit de le recevoir. Ce qui est un vrai boulot, c'est de recevoir quand on en est au début. C'est ça l'intérêt des consultations jeunes consommateurs, c'est ça le vrai scandale, qu'il n'y ait pas de politique publique en France qui vraiment le soutienne et le défende. Alors, juste à titre d'information, votre structure actuelle à Boulogne, juridiquement, comment ça se passe et par qui et comment vous êtes financé? Je suis dans un outil, alors je vais rater mon effet, parce que d'habitude, personne ne sait ce que c'est qu'un XAPA. J'ai senti quand même une hésitation du président sur ce qu'est qu'une CJC. Voilà, une consultation jeune consommateur. Et c'est pas un reproche, personne ne sait ce que c'est. Or, ce sont des établissements médico-sociaux. Ils sont financés dans le cadre du PLFSS, sur une enveloppe, voilà, et ils ont un certain nombre de missions, plus ou moins obligatoires. La seule mission qui n'est pas financée, bien que ce soit le P de prévention, c'est la prévention. Voilà. Ça vous dit quelque chose, voilà. Alors on doit recevoir les personnes, si vous regarderez, il y a un très beau décret qui a été écrit. Il y a d'autres structures de cet ordre. Alors à l'intérieur, il peut y avoir une branche qui s'appelle la CJC, qui doit, en théorie, faire l'effort de recevoir un public un peu plus jeune, un peu plus débutant, avec les caractéristiques que je viens de vous dire, et en allant faire un peu ce qu'on appelle l'intervention précoce. Et puis il y a un 3e type de structure qu'on appelle les CARUD, qui sont centrées sur la réduction des risques, c'est-à-dire un certain nombre de personnes ne veulent pas tout de suite sortir, entre guillemets, de l'addiction. Et je vous disais, parfois, on se dit, mais ils rêvent que je sorte. Donc on va les recevoir en disant, je vais t'aider à te mettre moins en danger. On va nouer l'alliance thérapeutique en disant je vais t'aider à être moins en danger. C'est le rôle des CARUD qui permet de sécuriser les consommations, de faire qu'elles soient moins dangereuses pour eux, mais bien évidemment moins problématiques pour l'environnement. Voilà, on a en gros trois portes d'entrée qui se complètent avec tout ce que fait le réseau de médecine de ville. Enfin, les médecins de ville, en ce moment, ils croulent sous un certain nombre de demandes. On ne va pas leur reprocher de ne pas prendre 3 quarts d'heure avec chaque usager autour de l'addiction. Donc ils vont faire ce qu'on appelle du repérage précoce et de l'intervention brève, une intervention de quelques minutes, quelques questions, qui peut permettre de prendre conscience, mais ils ne peuvent pas toujours tout accompagner. Et l'autre partenaire, c'est l'hôpital. Voilà. Mais le XAPA, c'est l'enveloppe médico-sociale. Et okay. Oui. Pardon, juste, sur les XAPA, faites le test autour de vous. Ils sont très mal connus, y compris parce que localement, à Metz, ils vont s'appeler les WAD, à un tel endroit, il va s'appeler la joie de vivre, à un autre endroit, Imagine. Et je me rappelle avoir connu, j'ai pas de chance, c'est toujours Madame Bachelot, un jour, j'avais convaincu de venir inaugurer un XAPA, puisqu'elle venait de les créer. Je lui ai dit, c'est quand même une super réforme, vous avez réussi à faire. Elle est venue inaugurer, et je crois qu'à la fin, elle ne savait toujours pas prononcer le truc XAPA, et avec son directeur de cabinet, on disait, voilà, ça... On voit bien que c'est compliqué de vendre cette idée. Le mot accompagnement, à vous les accompagner. Rappelez-vous, le directeur de cabinet de François Fillon nous avait dit, non, on n'accompagne pas un usager, on le fait arrêter. Mais si on veut qu'il arrête, il faut d'abord qu'on l'accompagne. Il faut d'abord qu'on le rencontre, il faut ensuite qu'on l'accompagne. Voilà. Donc des outils qui permettent de nuancer tout ça sont intéressants, et c'est ça qui est pour moi en jeu dans sortir le mythe du cannabis, dire il y a des indications médicales, il y aura à traiter des indications un peu plus problématiques chez les jeunes, et entre les deux, il y a un usage, vous avez pris le risque de nommer bien-être, qu'il faut arriver à caractériser sans le confondre avec les autres, en sécurisant l'accès, en sécurisant les pratiques, mais en arrêtant de croire qu'en prohibant, on réglera, puisque les personnes le feront quand même, et elles le font quand même, et elles le feront avec des produits plus dangereux, et elles le feront avec des outils moins sécurisés. Justement, juste une dernière question, parce qu'on est déjà un peu à leur retard, mais dans vos XAPA, justement, quel type de public, enfin, quelle typologie de public vous recevez? C'est pour un peu... Enfin, j'ai une petite idée en disant que c'est un panel assez large, mais voilà, parce qu'on dit souvent c'est les jeunes, on sait très bien que c'est les jeunes des quartiers défavorisés, pas forcément des jeunes et pas forcément des quartiers défavorisés. Mais j'aimerais que vous le disiez vous. Alors, si c'est ça que vous voulez que je vous le dise, je reçois autant de monde à Boulogne-Billancourt que j'en recevais à Mantes-la-Jolie. À Boulogne-Billancourt, ce ne sont pas que des jeunes des quartiers UP, ce sont aussi des jeunes des quartiers défavorisés de la ville, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus
transverse qu'on ne l'imagine. Et à Boulogne, je reçois aussi un certain nombre de personnes qui sont extrêmement insérées, très socialisées, et dont personne ne penserait qu'elles ont tel et tel problème avec le cannabis, avec l'alcool, ainsi de suite. À Mantes-la-Jolie, je recevais des personnes qui étaient gérées dans les problèmes de quartier, mais qui travaillaient dans nos usines, voilà, pour qui une partie du produit permettait de gérer certaines souffrances au travail. On aurait pu prendre ça, vous pourriez écouter une de mes collègues qui travaille sur addiction, Christian Andréo par exemple, qui travaille sur addiction et monde du travail, ou Gladys Lutz. Voilà. Une partie des addictions sont une façon de supporter un certain nombre de tensions et donc là encore, soit on fait comme si ça n'existait pas, soit on se dit ça existe, et comment, là aussi, je peux accompagner. Donc on a une sociologie qui est très différente. Le problème, c'est qu'à l'endroit où on est, on a le public que l'on rencontre. Et c'est pour ça, permettez-moi de le dire, je crois que vous les avez auditionnés, que c'est extrêmement important de se baser sur les travaux de l'OFDT, qui a la vision transverse et qui va au-delà du public reçu dans les lieux de soins. Le public reçu dans les lieux de soins, au bout d'un moment, c'est le public que le soignant s'est fait. Et là, il ne faut jamais écouter un soignant parce qu'il raisonne que avec son public. Alors, je me suis permis de vous dire ça. Après, on n'est pas con, nous aussi. On lit, on regarde ce qui se passe à l'extérieur de nos murs. Mais voilà, la sociologie, elle est décrite par l'OFDT et on a affaire à des publics très différents. Le plus difficile, ça reste d'aller voir ces jeunes qui, eux, ne sont pas demandeurs, alors qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, 30 ans, les chiffres le montrent, c'est au décours de l'adolescence, fin des années collège, début des années lycée, que ça se joue. Vous me permettrez de conclure là-dessus. Soutenez les programmes de prévention. Soutenez-les. Ils sont validés, ils sont efficaces. Le seul problème qu'on a, c'est de les faire en quantité suffisante. Si vous en faites qu'un dans une ville de 40 000 habitants, c'est une goutte d'eau, ça ne sert à rien. Si vous en faites 40, si vous en faites 50, si vous en faites 100, si vous les faites pendant les 3-4 ans, ça commence à payer. Très bien, merci beaucoup pour cette audition. Je pense qu'on a tous pas mal appris et côté justement terrain et pratique était hyper intéressant. Merci à vous, on va faire une pause de quelques minutes avant la prochaine audition. Merci.
rebonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve à nouveau dans le cadre de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Donc nous allons procéder aujourd'hui, donc je tiens une nouvelle fois à excuser le président Reda qui est dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées de rapporteur sur l'amende forfaitaire sur l'usage du cannabis, et donc il ne peut être présent à ces auditions aujourd'hui. Donc je le supplée en tant que président. Mais je reste rapporteur général et Ludovic Mendes à mes côtés reste rapporteur sur effectivement l'aspect bien-être qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'après avoir rendu le rapport sur notamment le cannabis thérapeutique, nous sommes aujourd'hui plutôt sur tout ce qui est, on va dire, cannabis bien-être entre guillemets, qui concerne principalement le cannabidiol ou CBD et qui peut être utilisé, et c'est l'objet de cette audition d'aujourd'hui, aussi peut être utilisé aussi à des fins cosmétiques. Donc nous recevons donc cet après-midi Monsieur Dominique Martin, directeur général de la NSM, donc ancien interne en psychiatrie, donc voilà, qui est directeur de la NSM depuis 2014. Accompagné de Caroline Saunier, donc directrice des affaires juridiques et réglementaires, et de Monsieur Thierry Thomas, directeur adjoint des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs in vitro. Donc rapidement, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la NSM, je pense que tout le monde ici connaît, puisqu'on vous a déjà auditionné dans le cours de cette mission, et je pense qu'on sera amené à le refaire à nouveau. Mais l'entretien l'audition de cet après-midi est plus spécifiquement, on va dire, sur l'aspect cosmétique et l'usage cosmétique des produits contenant du CBD. En effet, l'utilisation des CBD correspond à une volonté des fabricants de répondre à la demande croissante des consommateurs en composants bio, on va dire. Un certain nombre d'utilisateurs aujourd'hui et d'opérateurs dans ce domaine utilisent déjà le CBD dans les produits cosmétiques. À la demande des États membres, la Commission européenne a apporté en mars 2019 des précisions quant au classement du CBD dans le catalogue européen des cosmétiques. Document d'information sans valeur juridique contraignante au jour d'aujourd'hui. Selon elle, une distinction doit être faite entre le CBD issu de la plante de chanvre, assimilable à un extrait de cannabis, au sens de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, et le CBD de synthèse, insusceptible d'être assimilé à un produit stupéfiant, et donc utilisable au sein des produits cosmétiques. Donc, selon l'Association européenne du chanvre industriel, cette distinction va à l'encontre des démarches engagées par l'Organisation mondiale de la santé afin d'exclure explicitement le CBD de la liste des produits stupéfiants. Lors de son audition par la mission d'information le 22 juillet dernier, l'association précisait que selon les informations dont elle disposait, la Commission avait officieusement assoupli sa position, intégrant désormais parmi les substances autorisées le CBD produit à partir de la fleur de chanvre. Donc voilà, donc l'audition, la feuille de chanvre, pardon, oui, excusez-moi, la feuille de chanvre. Donc l'audition va viser à voir un peu où on en est par rapport à tout ça. Donc je vous remercie de faire peut-être une présentation liminaire, et puis on aura un certain nombre de questions avec le co-rapporteur à vous poser sur en fait le statut du CBD au niveau des produits cosmétiques. Oui, alors vas-y Ludovic Mendes. Je me permets, bonjour, je me permets de poser une question d'entrée, je pense qu'il peut servir à votre présentation, surtout que malheureusement je dois vous quitter dans pas longtemps. Le catalogue européen des substances susceptibles d'être incorporées dans les produits cosmétiques de nature juridique non contraignante effectue une distinction entre le CBD obtenu de manière synthétique et le CBD qui serait issu de la fleur. Le CBD obtenu à partir de la plante de chanvre qui serait assimilé à un produit stupéfiant et donc illégal à ce titre. Est-ce que d'après vous, vos services reprennent-ils cette distinction dans leur contrôle, d'une part? Confirmez-vous par ailleurs les informations données en audition par l'Association européenne du chanvre industriel selon lesquelles la Commission autoriserait désormais la présence dans les cosmétiques du CBD produit à partir de la feuille de chanvre, qui n'est pas la fleur? La NSM a-t-elle déjà été saisie d'un signalement relatif à la présence de CBD dans les produits cosmétiques vendus en France? Et si oui, quelles suites ont été données à cette information? Voilà les questions que je voulais poser avant le cadre préliminaire, qui peuvent être très intéressants pour nous. Et moi, je voulais poser une question connexe. C'est
Est-ce que vous savez où en est le décret par rapport au lancement de l'expérimentation du cannabis thérapeutique? S'il est prêt, s'il est presque prêt, et est-ce qu'on va être dans les temps pour la démarrer au 1er janvier 2021, comme on nous l'avait annoncé au niveau de la Direction générale de la santé? Donc, peut-être je vais répondre à cette dernière question. Le décret est passé au Conseil d'État, donc il devrait être transmis par le Conseil d'État à la Direction générale de la santé là, en ce moment, aujourd'hui, demain, pour une publication donc très prochaine. Après, les délais de publication, je ne les connais pas, mais ils sont de l'ordre de quelques jours. Donc, on est vraiment... cette question du décret est maintenant derrière nous. Donc, l'important, c'était évidemment le passage au Conseil d'État. Est-ce que ça va permettre de tenir les délais? Alors, c'est plutôt le 31 janvier que le 1er janvier qui est prévu, mais est-ce que les délais devraient être tenus pour un démarrage de l'expérimentation en tout début d'année 2021? La réponse est probablement oui. Donc on ne devrait pas avoir de difficultés particulières. Le décret renvoie à un certain nombre d'arrêtés qui devront être pris très rapidement dans les toutes prochaines semaines par le ministère. Pour ce qui concerne la NSM, on est déjà très avancé dans les démarches sur la création du registre, l'encadrement de la formation, le cahier des charges qui sera publié immédiatement après la publication du décret. Enfin, il doit l'être par arrêté, donc il faut qu'il y ait un arrêté, mais enfin ça va être très rapide après la publication du décret. Donc le cahier des charges qui permettra aux producteurs de postuler donc, à la mise à disposition des produits. Donc tout ça est prêt et donc devrait pouvoir se mettre en place rapidement. Donc oui, les délais seront tenus, je ne peux pas vous dire à quelques jours près, mais pour le tout début de l'année 2021, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Sur la question donc, des cosmétiques. Alors peut-être juste, ça va être très rapide, mais quand même un mot sur les cosmétiques. Rapidement, alors les cosmétiques, ce ne sont pas des produits de santé qui, pour autant, sont traités en France à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, ce qui est un paradoxe, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. Ce qui pose d'ailleurs une difficulté particulière. Ces produits ne font pas l'objet d'autorisation, c'est important, contrairement aux médicaments, hein, donc on n'est pas du tout dans le même environnement. Ça relève de la responsabilité de ce qu'on appelle la personne responsable chez l'industriel, comme le pharmacien responsable, mais l'équivalent donc dans l'industrie cosmétique. Et l'appréciation qui est faite sur les cosmétiques ne relève pas d'une analyse bénéfice-risque comme dans le domaine des médicaments, mais d'une appréciation d'une autre nature. Il y a bien sûr des conditions de sécurité qui sont nécessaires, des exigences opposables en termes de sécurité, mais on n'est pas dans une analyse bénéfice-risque et pour cause. Le bénéfice en termes de cosmétiques serait évidemment difficile à apprécier. C'est le cadre réglementaire européen, donc le règlement européen qui s'impose et qui impose des critères, notamment avec une liste de produits qui sont interdits, des produits qui sont positivement autorisés, notamment certains comme les colorants, les conservateurs. Il faut qu'ils soient autorisés pour être utilisés, donc de manière positive, et puis des listes des substances qui sont soumises à restriction. Il y a également évidemment des contrôles en termes de bonnes pratiques de fabrication, des contrôles de qualité sur l'étiquetage, un certain nombre de contrôles de cette nature-là. Donc c'est un produit bien particulier, ça n'est pas un produit de santé, ça n'est pas un produit autorisé, c'est un produit qui a des contrôles particuliers. L'autre dimension très importante, rapidement, c'est que c'est un produit que j'appellerais européen pour le coup, parce que le règlement est vraiment, il est essentiellement géré au plan européen. Avec une gouvernance, donc avec un comité scientifique pour la sécurité des consommateurs qui émet des avis scientifiques et techniques qui sont transmis au comité permanent pour les produits cosmétiques, le COMCOS, qui est un peu l'organe de pilotage réglementaire de ce dispositif. La responsabilité de l'agence, alors l'agence partage sa responsabilité notamment avec la DGCCRF sur le contrôle des cosmétiques. Elle exerce une surveillance sur les cosmétiques, mais pour l'essentiel, c'est une surveillance qui est exercée, et c'est important de le dire, notamment par rapport à une de vos questions, elle est exercée essentiellement à travers la vigilance, c'est-à-dire qu'on réagit en quelque sorte à des signaux
de cosmétovigilance qui nous sont remontées et à partir desquelles on conduit éventuellement une analyse, une enquête, une inspection, des analyses en laboratoire, mais sur la base de signalements. On ne fait pas de surveillance proactive du marché des cosmétiques, c'est un marché absolument énorme et pour lequel on n'a pas les moyens suffisants pour exercer une surveillance proactive, sauf parfois quelques exceptions, et en particulier les produits solaires sur lesquels qui sont très sensibles, notamment chez les enfants, pour lesquels on a pu avoir une surveillance un peu particulière. Mais sinon, on n'exerce pas de surveillance de cette nature-là. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un débat au sein de l'État, il est tout à fait transparent, puisque il y a un rapport IGF qui a été fait sur la question justement de comment on traite cette question des cosmétiques. Nous, à l'agence, on dit que, je ne veux pas raconter la vie de l'agence, mais enfin, en gros, on réduit les moyens comme pour tous les opérateurs. On n'a pas les moyens pour faire exercer pleinement des missions dans le domaine des cosmétiques. Et donc, la question se pose de savoir comment on peut mieux organiser au sein de l'État ce type d'activité. Donc, et ça répond à une de vos questions, on ne fait pas de recherche proactive sur les produits. On ne va pas chercher des cosmétiques pour faire des analyses, sauf si on a un signalement particulier, mais on ne fait pas d'analyse, par exemple, par échantillon ou dans le cadre de campagnes de surveillance particulières. Et du coup, on ne va pas chercher de présence de CBD dans des cosmétiques de manière proactive. Il faudrait pour cela qu'on ait des signalements en matière de problématiques qui seraient liées à du CBD. Et je parle sous contrôle du directeur, Thierry Thomas. On n'a pas de signalement du tout qui soit lié à des problèmes qui seraient en lien avec la présence de CBD dans des cosmétiques. Et donc, on ne fait pas de recherche particulière, on ne fait pas de contrôle des produits cosmétiques pour savoir si ils respectent la proportion de CBD ou pas, ou s'il y a du CBD ou pas dans les cosmétiques. Donc je suis tout à fait clair là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire en préalable, et peut-être passer la parole soit à Thierry, soit à Carole, l'un ou l'autre, pour vous donner des informations complémentaires et répondre notamment à vos questions, Monsieur Mendes. C'est bon. Oui, donc je vais m'attacher à répondre du coup à vos questions. Vous avez évoqué la liste COSING, je crois. Donc la liste COSING en fait est une liste qui est maintenue à jour par la commission. Donc elle comprend des informations on va dire, à jour sur les substances, leur code CAS, sur les avis du comité scientifique pour la protection des consommateurs, qui est un comité scientifique managé par l'Europe. Donc elle comprend des informations à jour. Pour autant, comme vous l'avez souligné, cette liste n'est pas opposable. Donc c'est un outil, on va dire, dont on se sert bien évidemment lorsqu'on a besoin d'avoir une information à jour, mais on ne peut absolument pas s'en servir comme référence opposable. Donc notre référence à nous, c'est le règlement, tout simplement, qui lui est opposable. Le règlement et ses annexes, comme M. Martin vient de l'indiquer, vous avez notamment une annexe, l'annexe 2, qui liste des substances interdites. Dans cette annexe, vous avez une entrée qui est l'entrée 306 qui fait référence aux produits stupéfiants, donc qui sont interdits, mais qui fait également référence à la Convention unique sur les produits stupéfiants de 1961. Et donc cette convention, lorsqu'on épluche ce texte, et je vais pas forcément rentrer dans ce détail-là maintenant, mais lorsqu'on épluche ce texte, eh bien oui, on arrive à la conclusion que le CBD est utilisable, mais s'il est obtenu à partir de graines et de feuilles. Donc ça répond, je pense, à une de vos questions en termes d'interprétation. C'est d'ailleurs l'interprétation de la Commission au jour d'aujourd'hui, qui a été précisée en 2019. La Commission a également pour intention, je crois, de créer une entrée spécifique au cannabidiol, mais qui restera dans ces termes-là. Si je vous comprends bien, la France, elle ne peut pas s'affranchir pour autoriser du CBD qui serait issu de l'ensemble de la plante, fleurs comprises. Je peux répondre, tu compléteras éventuellement, mais clairement, il me semble que non.
On ne peut pas s'affranchir d'un texte réglementaire, enfin d'un règlement, ça serait une directive. On pourrait toujours, à mon avis, essayer de voir ce qui est possible de faire, mais par rapport à un règlement, cette règle et les interprétations qui en sont faites sont claires. Oui. Oui, effectivement, je confirme que les substances qui sont listées dans les annexes du règlement, et s'il y a une entrée effectivement CBD dans les substances soumises à restriction, l'ensemble des États membres, dont la France, on sera évidemment obligé de la respecter dans notre législation. Mais il peut être écrit CBD, mais s'il n'est pas écrit CBD issu de la fleur de chanvre, la France pourra toujours contourner le système. C'est-à-dire qu'on pourra toujours accepter, parce que c'est le cas aujourd'hui, on accepte la commercialisation de CBD issue de produits synthétiques, ou potentiellement de la feuille, mais pas de la fleur de chanvre. Parce qu'aujourd'hui, l'exploitation de la fleur de chanvre en France est totalement interdite, que ce soit pour retirer du CBD, comme du THC, ou toute autre substance issue de ces plantes de cannabis. Donc si la directive, du moins le règlement européen, n'inscrit pas l'utilisation du CBD issu de la fleur de chanvre, la France pourra toujours contourner le système. Une autre chose, c'est que moi, j'ai toujours pas compris, j'ai beau multiplier les auditions, pourquoi le CBD de synthèse est autorisé et le CBD venant de fleurs n'est pas autorisé. Concrètement, au niveau scientifique, au niveau effet, au niveau dangerosité, quelle est la différence entre... Enfin, pour moi, une molécule est une molécule, qu'elle vienne de synthèse ou qu'elle soit issue d'une plante. Je vois pas bien la différence au niveau risque pour la santé humaine. Moi, ce que je pense, hein, on va être très clair, hein, nous on n'est pas des spécialistes du CBD dans les cosmétiques, hein, vous l'avez compris, les sujets cosmétiques, on a d'autres sujets, et pour être tout à fait transparent, on a un peu découvert le sujet CBD dans les cosmétiques quand on a commencé à s'y intéresser, mais c'est vrai que c'est pas une entrée majeure pour nous dans les cosmétiques. Mais enfin quand même, par contre, le cannabis et les problématiques cannabis, ça on connaît par d'autres entrées. Je pense que ce qui est derrière cette problématique-là, entre CBD d'origine de synthèse et CBD extrait de la plante en général et de la fleur en particulier, c'est les problèmes de concentration et les problèmes de mélange éventuellement avec du THC. On sait tous que le cannabis, c'est quand même de multiples molécules, parce que quand on dit CBD, THC, on a l'impression qu'on a tout dit, c'est pas vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc j'imagine que derrière, ils ont cette préoccupation, réelle ou pas, je sais pas, mais qui est des mélanges difficiles à départager. Plus simplement, quand on fait de la synthèse, on sait ce qu'on produit. Quand on extrait, c'est probablement un peu plus compliqué. Et peut-être à démontrer qu'on n'a pas mélangé du CBD, qu'on a des taux attendus, parce qu'il y a quand même des limites, et qu'on n'a pas mélangé avec d'autres produits. Je ne suis pas un spécialiste de l'extraction, mais il me semble qu'aujourd'hui, on a des méthodes parfaitement au point pour extraire les différentes molécules de la fleur de cannabis. Enfin, je veux dire, on le fait couramment dans tout ce qui est plantes aromatiques, dans tout ce qui est fleurs, autres types de fleurs pour les parfums et autres. On est parfaitement capable d'isoler des molécules aujourd'hui. Donc, je ne comprends vraiment pas. Enfin, pour le coup, on n'est pas dans la cosmétique, là, parce que c'est valable aussi pour le thérapeutique et pour autre chose. Je ne comprends vraiment pas cette distinction entre synthèse et... quand on parle de CBD, on parle CBD. Alors, avec des taux de THC qui peuvent être inférieurs à 0,2 ou pas, mais je pense qu'on est aussi performant dans l'extraction des molécules qu'on l'est dans la synthèse de ces mêmes molécules. Enfin, moi, je ne suis pas chimiste, mais je pense qu'a priori, je dirais plutôt non. Enfin, probablement, quand on produit, pour le coup, du CBD de synthèse, pour le coup, on ne produit que du CBD, ça, on sait ce qu'on produit. Quand on fait de l'extraction, il y a toujours des, entre guillemets, impuretés, en tout cas des molécules complexes. Et je rappelle qu'il y a quand même des dizaines de molécules qui sont concernées dans le cannabis. Il n'y a pas que ces deux-là. Donc, c'est quand même une plante extrêmement complexe. Et d'ailleurs, c'est tout son intérêt. C'est qu'elle présente beaucoup de complexité et beaucoup d'effets. Et que c'est peut-être un peu plus compliqué. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que nous, on prône. C'est pas ça le sujet. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que probablement l'explication tient à cela. Après, on peut imaginer que c'est des choses qui vont évoluer dans le temps en fonction aussi des capacités, probablement des industriels, à démontrer leur possibilité d'extraire de manière la plus pure du CBD. Je crois qu'il n'y a pas de sujet sur le CBD. Je pense qu'il y a un sujet sur
CBD et le complexe éventuellement dans lequel il est, même si c'est à des taux faibles. J'imagine, enfin en tout cas, moi je le comprends comme ça. La différence, je la comprends comme ça. Mais encore une fois, c'est des choses qui évolueront dans le temps. Après, ça doit évoluer au plan européen, donc c'est lent, hein, c'est l'Europe, mais je pense que c'est un peu l'état de la réflexion qui possiblement d'ailleurs fait référence à des données plutôt anciennes, enfin en tout cas pas forcément complètement récentes, hein, puisque le temps que tout ça émerge au plan européen, je passe sous contrôle de mon collègue Thierry Thomas, mais la question du CBD dans les cosmétiques est tout sauf une question centrale dans la problématique des cosmétiques, dans le traitement européen des cosmétiques. Enfin, cosmétiques, il faut quand même comprendre que c'est une industrie absolument énorme, que le règlement sur les cosmétiques est un règlement complexe et avec des problématiques multiples, avec beaucoup de produits qui posent des difficultés, genre phénoxyéthanol, enfin des choses comme ça. Et le CBD est extrêmement rarement évoqué au plan européen, enfin en tout cas à ma connaissance. Hein, c'est probablement que ça va émerger parce que les choses sont en train de bouger sur ces questions-là, mais pour l'instant, c'est pas un sujet complètement central. Je me permettais juste de rebondir par rapport à ce que vous étiez en train d'expliquer. Est-ce que le cadre français et même européen est très bien ficelé malgré tout? C'est-à-dire que le catalogue variétal explique bien qu'aujourd'hui on peut produire du chanvre industriel sur le territoire national. Il est très spécifique, je crois qu'il n'y a qu'une quinzaine de variétés, je ne voudrais pas dire de bêtises, et Jean-Baptiste le sait mieux que moi, qui met un cadre avec un taux inférieur à 0,2% de THC dans la plante. Donc à l'extraction, on peut monter, mais on peut redescendre une fois que le produit fini soit bien traité. Ce qui signifie bien qu'on est en capacité aujourd'hui d'avoir des plantes qui respectent le catalogue variétal et qui permettent d'avoir un produit avec du CBD contrôlé, parce qu'on sait le contrôler aujourd'hui, avec un taux inférieur de THC, et on peut l'utiliser malgré tout. On impose un produit de synthèse. Et c'est là que ça pose question, que ça soit dans le médicament, comme dans les cosmétiques, parce qu'on parle de cosmétiques depuis tout à l'heure, mais dans les médicaments ou dans certaines substances à vapoter ou dans certaines crèmes qu'on utilise pour se détendre ou autres, mais qui ne sont pas rattachées à la pharmacopée, ce sont bien ces produits-là qu'on utilise dans le reste du monde, sauf en France. En France, on fait de la synthèse alors qu'on a la capacité de faire vivre des agriculteurs. Donc vous pouvez comprendre notre interrogation par rapport à ça, parce qu'on n'arrive pas à comprendre la fermeture de la Mildeka sur l'utilisation de la fleur de chanvre, alors que le catalogue variétal impose un strict contrôle du THC. Il y a des situations qui sont différentes hein, sur la partie médicaments au sens strict, ça on est à la production de médicaments. Sur la partie cannabis thérapeutique, les choses sont en train de bouger. Hein, je crois qu'on est clair là-dessus, que heureusement les choses sont en train de bouger. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler, mais je pense que ça ne fait doute pour personne à quel point l'ANSM est extrêmement moteur sur le sujet et on souhaite que les choses évoluent de manière très significative. Dans le domaine des cosmétiques, c'est moins la France que l'Europe. Le sujet, il est européen. Et encore une fois, il est aussi la capacité à surveiller ce marché, enfin, qui est énorme. Enfin, le marché des cosmétiques, c'est un marché absolument considérable. Et comme je vous l'ai décrit très rapidement dans un premier temps, c'est pas un marché qui fait l'objet d'un contrôle. Enfin, on ne fait pas des contrôles systématiques des produits cosmétiques. C'est de la responsabilité de la personne responsable de l'entreprise industrielle. Donc il y a quand même une sorte de pari sur la responsabilité et on n'a pas, je crois que c'est la même situation dans la quasi-totalité des pays européens, on n'a pas de dispositif qui permette de faire un contrôle permanent pour s'assurer que les règles sont bien respectées. Donc à partir de là, je pense que ça explique en partie probablement une forme de frilosité européenne, mais je ne dis pas que ça ne va pas bouger et moi je ne vois pas de sujet en soi. Je pense que ça serait bien, évidemment, que ça bouge. Il n'y a pas de raison. Enfin, on comprend bien. Simplement, pour faire bouger la machine européenne, il faut qu'il y ait des débats et qui sont propres à la gouvernance européenne sur ces questions-là, qui est un peu complexe, peut-être, Thierry. Oui, mais des débats, exactement. Il faut que tout le monde soit à peu près d'accord aussi pour faire bouger les choses. Donc, je vais paraphraser parce que c'est exactement vers là que je voulais aller. C'est qu'effectivement, on est dans un marché européen.
Et donc, et au-delà de ce marché européen, en fait, les produits ils viennent de partout. Donc, on peut émettre l'hypothèse que c'est une façon aussi de sécuriser ce marché qui semble émergent malgré tout, qui intéresse pas mal de monde. Donc, voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. C'est une façon aussi de sécuriser. Alors peut-être frilosité, comme ça a été évoqué, et qui évoluera peut-être par la suite, mais voilà, pour l'instant, de fait de la réglementation cosmétique, de la façon dont elle est, qu'elle a été construite, hein, sans autorisation de mise sur le marché, etc., effectivement, ça permet de sécuriser en verrouillant finalement les possibilités de fourniture de cannabidiol. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Mendes, tout à l'heure, c'est que voilà, même s'il y a des nouvelles entrées, il faut qu'elles arrivent, hein, mais sur le cannabidiol dans le règlement, voilà, s'il est fait mention de la Convention unique de 1961, ça fermera l'utilisation des fleurs. C'est-à-dire que si ces entrées de l'annexe 2 font référence à cette convention, s'ils n'y font pas référence, alors là, effectivement, ça peut se discuter, mais si elles font référence à la convention, les fleurs seront toujours exclues. Ok, non. 60 ans de retard. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre et à suivre, quoi, parce que, on comprend pas concrètement, pour la santé, quel risque il y a derrière ça, quoi, parce que moi je veux bien tout entendre, mais scientifiquement, personne nous a prouvé qu'un CBD 0,2% de THC posait des problèmes de santé publique ou d'addiction ou de quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. On est beaucoup moins réticents sur un certain nombre de produits, quoi, je trouve. J'en profite parce que je vais devoir vous quitter. Vous avez raison sur un point. Si on se réfère à la Convention de 61, on est en 2020. En 60 ans, il y a eu énormément de recherches scientifiques qui prouvent qu'aujourd'hui le CBD n'a pas d'impact négatif ou néfaste sur le corps humain, que ce soit dans les cosmétiques, dans les médicaments ou même en consommation classique, comme ça peut être fait dans des space cakes ou dans la novel food, entre guillemets. Les Israéliens l'ont démontré, les Canadiens le démontrent, les Américains le démontrent, le Royaume-Uni le démontre, les Allemands le démontrent aussi. Et on est en train de se poser cette question 60 ans après, si on doit revenir sur un principe de base qui est l'utilisation de la fleur de la plante la plus consommée par l'homme depuis qu'il existe. Donc en fait, je pense qu'il y a un manque de volonté politique aujourd'hui et ce n'est pas une volonté scientifique, car les scientifiques ont démontré la réalité de cette plante et du bien-être qu'elle apporte au corps humain. Je vous souhaite une bonne journée. Juste pour être tout à fait clair sur ce point. Pour être tout à fait clair sur ce point, il n'y a pas de position parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu, il n'y a pas de position de la NSM qui soit opposée à ça. On est très clair sur le sujet. Ça, c'est un point important et que les choses évoluent dans ce domaine-là ne nous pose strictement aucune difficulté. Ce qu'on fait remarquer, c'est que c'est un positionnement qui est européen aujourd'hui, hein, qui n'est pas du tout que national, et qui est lié à la nature même de cette industrie, qui est le fait qu'il n'y ait pas ces contrôles, qu'il n'y ait pas ces autorisations a priori, etc. Donc qui rendent les choses un peu compliquées dans un environnement où, alors pour le coup, on s'oppose à la partie thérapeutique, où il n'y a pas de notion de bénéfice-risque. C'est-à-dire que vous êtes dans les cosmétiques, on n'aurait pas de cosmétiques, on s'en porterait pas plus mal. Donc, enfin, je peux me permettre, les cosmétiques ne sont pas indispensables à la vie. Contrairement aux médicaments dont on a besoin, et y compris du cannabis thérapeutique, vous avez devant vous quelqu'un de très convaincu. Mais les cosmétiques, c'est des produits de consommation courante qui ont une certaine utilité pour la vie courante, mais enfin, pas plus que ça. Et donc, du coup, la prise de risque en la matière, elle est appréciée par les autorités, quelles qu'elles soient, de manière différente, nécessairement. Et y compris tout ce qui pourrait conduire à devoir mettre en place des contrôles très importants, avec une industrie qui n'est pas une industrie très facile,
si je peux me permettre cette remarque, qui peut conduire les autorités des différents États européens et l'Union européenne dans son ensemble, à travers la Commission et ce système de gouvernance que j'ai rapidement évoqué, à une certaine précaution. C'est probablement ça qui conduit à ces interrogations-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, mais il y a des problèmes d'équilibre qui sont très liés à la nature un peu structurelle de ce qu'est cette industrie et de ce que sont ces produits et la manière dont ils sont émis sur le marché et surveillés sur le marché européen. Oui, enfin, je pense que la DGCCRF opère régulièrement des contrôles sur les produits cosmétiques, quoi. C'est pas quand même non plus quelque chose qui est incontrôlable. Donc, au regard de la masse, c'est rien. Et c'est pas faire injure à nos amis de la DGCCRF qui mettent des moyens qu'ils peuvent. D'abord, bon, je reviendrai pas sur les moyens de la DGCCRF, mais au regard de la masse, enfin, faut bien comprendre, c'est énorme là, les cosmétiques. C'est absolument considérable comme produit et comme volume. Et c'est souvent compliqué. On travaille beaucoup avec la DGCCRF. On a moi, très transparent, on a des relations plutôt conflictuelles avec les fédérations cosmétiques quand on fait des contrôles sur des choses sur les lingettes il n'y a pas si longtemps, etc. Donc c'est des choses très, très compliquées. C'est pas quelque chose qui est naturellement facile. Et donc du coup, ça ne conduit pas ça peut conduire à des précautions a priori qui peuvent, on peut le comprendre, paraître excessive. La question n'étant pas le CBD, on est bien d'accord. La question n'étant pas le CBD en tant que tel. Non, et pour déborder un peu du cadre de cette audition, les cosmétiques, c'est un des enjeux à terme si on doit faire évoluer la législation sur le CBD, mais c'est vrai que, comme disait Ludovic Mendes, c'est assez incompréhensible de se référer à une liste de produits de 1961 alors qu'on est en 2020, quoi. Enfin, je veux dire, vu la recherche médicale, la façon dont elle a évolué, tas de molécules qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas en 1961, donc ça paraît assez anachronique de se référer à une liste de 1961 pour autoriser ou non la commercialisation d'un certain nombre de molécules. Voilà, c'était juste. Vous avez parlé de volonté politique tout à l'heure. Il y a aussi le travail des fabricants. Ils doivent également se mobiliser pour construire un dossier, porter des éléments scientifiques au niveau de l'Europe, pour faire bouger les choses. C'est comme on vous l'a expliqué, la réglementation cosmétique repose sur la responsabilité du fabricant. C'est à lui aussi de se mobiliser, et bon, il y en a sûrement un certain nombre qui utilisent du CBD pour construire quelque chose et le porter à l'Europe. Ouais. Non, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, mais a priori on a fait le tour à peu près des questions qu'on avait à vous poser sur ce domaine-là, mais je pense qu'on sera amené à en reparler, en espérant que l'expérimentation thérapeutique démarre le plus vite possible, mais on reconnaît effectivement le travail que vous avez effectué pour mettre en place le cahier des charges de cette expérimentation, et on a déjà noté dans notre rapport qu'on a rendu il y a peu de temps que ça serait bien que vos préconisations soient suivies et rapidement. Mais vous pouvez compter sur notre plein engagement et on ne lâche pas le morceau. Merci à vous et puis rendez-vous la semaine prochaine, je pense. Oui, pour des nouvelles auditions de cette mission. Merci, Monsieur le Président.